I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. What are those? Dior clothes. It's fashion art. It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know, now les dés sont jetés. It means like what can happen, you know. That's all. Hello Enzo. Salut Sonia, salut Nico. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va super. Trop contente de te recevoir. Ouais, ben j'avoue que moi j'ai déjà écouté pas mal d'épisodes, donc non, je suis content d'en faire partie aussi. Trop bien. Faites comme lui, abonnez-vous, écoutez les autres épisodes. Ça faisait instant longtemps. Promo. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit instant promo, j'en profite. Du coup, tu connais un petit peu le déroulé de l'épisode. C'est hyper biographique comme format. Tu commences un peu où tu veux. Nous, on aime bien savoir d'où viennent les gens, c'est quoi tes origines, comment t'as grandi, le contexte familial, tout ça. Donc voilà. À toi de jouer. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en Guyane. J'y suis resté les 2 premières années de ma vie, mais mes 2 parents sont guadeloupéens. Okay. Donc voilà, j'ai grandi en Guadeloupe à partir de 3 ans. Et c'est là où j'ai commencé l'escrime. En Guadeloupe déjà. Attends, en Guadeloupe à 3 ans À 5 ans. Je crois que moi j'ai commencé à 5 ans. Ah ouais, t'as commencé l'escrime à 5 ans aussi? Je crois que j'ai dû commencer à 5-6 ans. Bah ouais, ça se commence assez tôt l'escrime. Ah ouais? Je crois qu'il y a des cours de baby escrime à 4 ans, je crois. Trop mignon. Au CP, moi je crois que c'était quand j'étais genre CP, je sais pas quel âge t'as au CP. C'est 6 ans. Ouais, bah voilà, j'ai dû commencer là. Ouais, moi c'était petite grande section du coup 5 ans maternelle. C'est ouf. Ouais. J'imaginais pas du tout aussi jeune. Ben ouais, je sais pas trop comment me l'expliquer, mais en fait c'est un sport tellement genre pas naturel que plus tu commences tôt, mieux c'est. Ouais. Et moi j'ai commencé en regardant Laura Flessel. Pour ceux qui connaissent pas, Laura Flessel, c'est l'une des plus grandes championnes françaises, tout sport confondu, et la plus grande championne. Non mais c'est vrai, c'est une icône française du sport, c'est clair. Mais du coup, c'est quoi? C'est tes parents qui t'y inscrivent? C'est un amour que, je sais pas, ton père, ta mère a déjà pour ce sport? Ou c'est quoi que Laura Flessel. Donc en fait, toi, je l'ai vu gagner les Jeux d'Atlanta en 1996. Ouais. Et voilà, j'étais devant ma télé, je vois ça, je joue avec des épées, trop bien. Et puis j'ai dit à mes parents, je faisais déjà du tennis en plus, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. La famille de sportifs, c'est pas possible, genre non, même pas. Franchement, mon père faisait du sport, mais pas niveau pro, pas du tout. Non, mes 2 parents sont professeurs des écoles. Donc, mon père a un CP, ma mère un CM1, CM2. On vient de faire l'épisode d'une make-up qui s'appelle Aurore Gibrien. Et c'est marrant parce que ses 2 parents sont aussi dans l'éducation nationale et elle est de Guadeloupe aussi. Ok. Ah bah je ne connais pas du tout. Ouais, faut que tu découvres. Faudrait écouter l'épisode de la semaine pro. Il m'a bien appâté. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est sensiblement la même chose. Du coup, tu commences hyper jeune, de ta volonté. Du coup, c'est toi qui as une espèce de coup de foudre pour la discipline. Ouais, exactement. Enfin, ouais. Quand t'as 5 ans, je sais pas si c'est pour vraiment la discipline. C'est vraiment, pour moi, c'est un truc basique. Tu joues avec des épées, avec tes copains, tu vois. Donc j'y vais. Mon père m'y inscrit. Et puis de fil en aiguille, j'adore ce sport. J'adore tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est pas que le sport, c'est le fait d'y aller, les échauffements, tu fais des jeux avec les copains. Après, quand c'est terminé, pareil, moi je joue au foot avec mes copains. Tu commences à faire quoi, du fleuret du coup? Du fleuret, ouais. Je commence par le fleuret. Et de fil en aiguille, je pense que très rapidement, j'ai commencé la compétition. Je pense au bout de 9-10 mois, j'ai commencé la compétition. La première compétition que j'ai dû finir, je sais pas, avant-dernier, quelque chose comme ça. Oui, bah oui, faut se préparer. Exactement. Mais la saison d'après, très vite, je commence à gagner. Je crois, moi, j'ai très rapidement commencé à gagner. Quand tu gagnes, tu t'amuses encore plus, effectivement. Donc c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce sport. Ok, t'es plutôt compétiteur dans l'âme ou pas, toi? Ouais. Il n'y a pas eu d'hésitation. En même temps, un champion olympique qui dit ouais, non, moi je suis là pour le fun. Non, mais est-ce que t'es le genre de mec compétiteur qui, quand il perd, genre fait des œufs-cris, des trucs comme ça? Non, parce que j'en connais des comme ça. C'est qui pleure. Moi, mon cousin, il était tout sport, c'était un énorme sportif quand on était jeune, genre tu sais, genre j'étais moi le mauvais élève de la famille, c'était toujours tu devrais faire comme ton cousin, il était premier en tout, premier à l'école, premier dans tous les sports, enfin bref, tu vois. Et quand il perdait, genre une fois on a joué au tennis, il était limite pro au tennis, tu vois. Et en fait j'ai fait de l'anti-jeu et en fait ça l'a rendu ouf et il s'est mis à pleurer de nerfs, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, l'injustice. Ouais, un troll. Moi je suis un troll de ouf déjà dans la vie. Quand je suis genre du mauvais côté de la barrière, c'est mort. Non, pas du tout. En fait, c'est juste que de par mon éducation, c'était
pas du tout envisageable, quoi. Enfin, quand tu perds. J'étais dégoûté, mais en soi, la vie, elle s'arrête pas. Et puis, en vrai, tu perds. Qu'est-ce que tu peux y faire, en fait? La seule chose qui te reste à faire, c'est de retourner à l'entraînement et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et puis, bon, je savais la dérouillée qui m'attendait à la maison si jamais je faisais une scène en public. C'est trop de crise. Exactement, c'était vraiment pas une option. Mais du coup, c'est quoi comment tu grandis? C'est quoi ta jeunesse? Est-ce que tu restes quand même à l'école? Est-ce que tu as un programme adapté à l'école ou pas? C'est quoi le parcours? Alors, mon parcours, il était très, on va dire, très amateur pendant très longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 15 ans, je m'entraînais 2 fois par semaine. Ok. Donc c'est très peu, 2 fois par semaine, 1h30. Donc enfin je suivais une scolarité normale, j'allais à l'école et ensuite le mardi et le vendredi j'allais à l'escrime. Et non, parce que j'imagine papa-maman ça a pas dû laisser te dire allez tu peux lâcher les cours. Ah oui non absolument pas, c'est exactement ça. Ouais non, l'école j'étais plutôt bon élève, j'étais bon élève mais je dis pas perturbateur, mais un peu agité. Un peu agité en fait. Ouais, mes parents sont professeurs des écoles, donc ils m'ont appris à lire très tôt avant le CP, donc à 5 ans. Ensuite, du coup, vu que j'avais un peu d'avance, j'ai sauté une classe, j'étais le CE1, et en fait, je lisais beaucoup quand j'étais petit, donc en fait, je me faisais un peu chier à l'école. Donc j'avais des bonnes notes, je me faisais chier, et du coup, je foutais un peu la merde avec les copains tout en ayant de bonnes notes, donc j'avais des très bonnes moyennes. Détesté du professeur. Celui qui fait là, et en plus. C'est facile pour lui, ça. En plus, ça a des bonnes notes. Donc il y a de bonnes notes, et on me sucrait les félicitations parce que je papotais, etc. Et en parallèle, je suivais aussi, j'ai fait du piano entre mes 7 et mes 14 ans. Ensuite, j'ai repris le tennis un moment. J'ai arrêté le tennis pour faire du foot. Donc en fait, j'ai toujours fait 2 sports et du piano jusqu'à mes 14 ans. Et en fait, à partir de 10 ans, j'ai commencé à partir en France hexagonale pour faire des compétitions. Je partais 2-3 fois par an En fait, à partir de 9 ans, entre 9 ans et 12 ans, je partais 3 fois par an faire des compétitions. Et entre 12 et 15 ans, c'est monté entre 4 et 6 fois. Et là, ça commence à être un sacré important, rythme. Donc, à 13 ans, j'ai arrêté le foot. C'était plus possible de faire tout en même temps. À 14 ans, j'ai arrêté le piano. Parce que bon, ça me plaisait plus, tout simplement. Et ensuite, ça commençait à devenir un peu compliqué. Technique, en tout cas, pour les cours. Parce que du coup, je partais en compétition. Je prenais l'avion de Guadeloupe de Pointe-à-Pitre le jeudi après-midi. J'arrivais à Paris le vendredi. Ensuite, soit c'était à Paris, c'était cool. Sinon, si c'était en France ou en Europe, le transfert dans la ville dans laquelle s'est déroulée la compétition. Le vendredi, le samedi, on était sur place. Dimanche, compétition. Et lundi, on rentrait. J'arrivais en Guadeloupe le lundi soir. Et là, je passais directement chez un copain récupérer les cours pour que le mardi je sois nickel. D'écart. Ouais, c'est ça. Oh là, donc, tu te fais des vrais trajets, quoi. Je suis rentré de l'aéroport à chez moi. Je peux dire que je vais pas passer chez le copain. Ouais, mais j'avais pas le choix. En fait, fallait être irréprochable pour qu'après, ne serait-ce qu'on m'embête pas pour partir en compétition, toi. Ouais, c'était conditionné, quoi. Quand tu partais, du coup, tu partais avec la famille, avec quelqu'un qui t'accompagnait ou En fait, je partais avec l'entraîneur. Ok. Je partais avec l'entraîneur. Il y avait un entraîneur et un accompagnateur, bien parfois 2 entraîneurs. Et ensuite, il y avait les autres escrimeurs. On était peut-être à chaque fois 6 ou 7, mais c'était trop cool. Moi, c'était la colo. C'était trop cool. On voyageait, on était sans les parents, on prenait l'avion. Enfin, franchement, c'était trop bien. Et quand c'est comme ça, c'est à la charge de qui, du coup? C'est à la charge à toi? À la charge des parents, ouais. En fait, sur quelques compétitions, c'était remboursé, mais il fallait faire de très bons résultats. Mais globalement, c'était à la charge des parents. Ah ouais, donc 6 voyages de Guadeloupe, c'est un petit billet, quand même. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a poussé à prendre la décision d'arrêter l'escrime à 15 ans. Je dirais c'était en mars ou avril 2007. Ouais, 2007. En fait, je venais de faire 6 compétitions. Ouais, j'avais fait 5 compétitions, 3 compétitions nationales et 2 compétitions internationales, donc 5 compétitions. Il me restait les championnats de France. Et moi, j'avais un bon niveau. J'étais dans les 10 meilleurs français. Dans les compétitions internationales aussi, je finissais dans les 50 meilleurs internationaux. Mais j'avais un niveau moyen, un bon niveau national, mais je voyais que j'étais pas assez bon pour être en équipe de France, donc d'être dans les 4 meilleurs français. Et je voyais très bien que cet argent-là, c'était de l'argent que mes parents ne pouvaient pas mettre pour me permettre de faire mes études par la suite. Parce que moi, j'ai toujours eu pour ambition de partir dès que j'aurais mon bac, faire des études. Et je voyais que c'était de l'argent qui serait indisponible plus tard quand j'en aurais réellement besoin pour les vraies choses de la vie, les études, le travail, etc. Et du coup, j'ai dit à mes parents que j'allais continuer l'escrime pour mon plaisir. J'avais fait la compétition régionale en Guadeloupe, donc mais arrêté de leur faire dépenser leur argent pour rien. Donc ils m'ont dit ouais, c'était ma décision. Et en fait,
Mais c'était quand même une passion. C'est dur d'arrêter une passion quand même, et surtout quand il y a de la compétition, non ? Ouais, mais je voyais pas. C'est pas comme le foot ou le tennis, tu te dis que tu peux devenir pro. Pour moi, ça serait toujours resté une passion. Et pour être honnête, je me voyais pas atteindre les plus hautes sphères mondiales. Ok. Honnêtement, c'est ouf. Ouais, j'avais un bon niveau, mais je voyais que j'avais un niveau moyen. Je sentais qu'il me manquait quelque chose pour franchir un step. Je voyais pas ce que c'était. Et puis j'étais pas non plus un acharné, toi. Je m'entraînais, je m'amusais, mais j'étais pas là, y aller tous les jours. Quand je vois comment certains jeunes s'entraînent maintenant aujourd'hui, mais moi je faisais 2 fois 1h30 par semaine, mais c'est peanuts, c'est absolument rien. Ah, c'est pas aller progressivement avec le temps, t'es resté sur ce rythme-là? Non, je suis resté dans mon petit club en Guadeloupe, tranquille. Et puis même il y a des années où il y a une saison où on n'avait pas d'entraîneur, donc où j'allais. Si on avait envie de s'entraîner, on s'entraînait, sinon on jouait au fout. Franchement, c'était chill. Ouais, franchement, je m'amusais. Et donc après la décision que j'ai prise d'arrêter, 3 semaines, 1 mois plus tard, je me souviendrai toujours, j'étais dans ma chambre en train de lire l'après-midi. Et là, mon père vient et me dit bon, Enzo, j'ai eu l'entraîneur national qui m'a dit qu'il aimerait bien que tu intègres le pôle espoir de Châtenay-Malabry l'an prochain. Wow. Là, je fais OK. Et là, je dis à mon père, je vais y aller. Et là, mes parents disent wow. Là, t'as quel âge du coup? 15 ans encore. 15 ans, ouais. Et là, parce qu'il faut savoir qu'à 15 ans, j'étais plus le bon élève que j'étais quand. Fallait travailler là, du coup. T'avais été rattrapé. Oui, mais après, j'avais vraiment une mentalité de merde avec le recul. Enfin, j'espère que ma fille, elle aura pas cette mentalité parce que c'est vraiment un petit con. On se dit tous la même chose. J'avais des facilités et puis je travaillais pas. Par exemple, en 6ème, j'avais genre 16 de moyenne, en 5ème, 15. Et ma mère me dit, mais tu vas où comme ça chaque année tu dis ça? On fait, mais oui, regarde, en 4ème, j'aurai un, et comme ça, j'aurai mon bac avec 10. Le calcul. Voilà, le mauvais calcul. Et à ce moment-là, je suis en première S et j'ai 10 de moyenne annuelle. Ouais. Et mes parents, ça les freine. Ils se disent, laisser leur enfant partir comme ça, tout seul, à l'internat. Sans le bac en poche. Sans le bac en poche, c'est un sacré risque. Et du coup, d'avril à, franchement, mi-août, jusqu'à la mi-août, mes parents n'étaient pas sûrs de me laisser partir. Donc, sachant que c'était pour septembre. C'était pour septembre. Ils avaient pris les billets au cas où. Ils nous ont dit on a pris les billets, ils sont remboursables. Mais déjà, ils ont pris les billets tard, ils ont pris les billets genre mi-juillet. Et après, ils ont dit. Et en fait, je me souviens, à partir de début août, tous les soirs, je voyais mes parents et je leur donnais des arguments. Je disais j'aurais 13 de moyenne. Je promets. Et à tel point que j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma, tellement ça me stressait. Ouais, du coup, tu t'étais vraiment projeté quand il y a eu la news. Tu t'es vraiment. L'envie, elle est revenue direct. Ouais, c'est ça. Mais avec le recul, je sais pas si. Ok, oui, certes, c'est pour voir, en fait, pour me donner la chance de voir jusqu'où je pouvais arriver dans l'escrime, mais c'était aussi l'aventure. Ouais. Parce que j'ai une éducation assez stricte. Et moi, c'était la liberté, plus les parents, faire un peu ce que je veux, être à l'internat avec les copains. T'as vu une fenêtre quoi, avec un peu de lumière, t'as dit allez. Exactement, allez, on prend la poudre d'escampette. mais ouais, c'était plus l'aventure qui me plaisait. Et pour tes parents qui sont profs, du coup, la mutation, ça a jamais été une question qu'ils se sont posées, tu vois? Ah non, pas du tout. Ah non. Et non, absolument pas. Enfin, on avait construit notre maison en Guadeloupe, notre foyer c'était là-bas. Enfin. J'aurais dit de pas venir. C'était sur toi. Non, tu sais quoi, vous restez là. Moi, je vais aller voir ce qui se passe du côté de Paris. Vous êtes bien, regardez, vous avez une belle maison. Ouais, et puis je suis pas fils unique. Il y a ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, qui était là, qui avait rien demandé à personne. Ouais, c'est ça. Pourquoi mon choix de vie influerait sur toute la famille, tu vois. Donc non, c'était pas du tout question. C'est vrai que maintenant que tu m'en parles, il y a des parents qui font ça, mais non. Et puis surtout, enfin, ok, je pars, mais pas du tout sûr de réussir. Ouais. Tu vois, t'imagines, je pense que c'est aussi un fardeau pour l'enfant. Tu pars, c'est la pression, du coup, tu dis que tout le monde modifie un peu son lifestyle en fonction de ton projet à toi, et tu te plantes. Je sais pas, ça peut avoir des répercussions après sur la façon dont tu construis en tant qu'être humain. Bien sûr. Après, il y a des parents, ils vivent un peu le truc par procuration aussi. Et Dieu merci, ça n'a jamais été le cas pour moi. Ça, c'est vrai, ça. dur. Ouais, ceux les qui Dance Moms. Vous avez déjà vu cette série ou pas? Laquelle? Dance Mom. C'est genre des daronnes américaines. Souvent, c'est genre un peu des rednecks un peu fat et tout machin. D'accord. Et depuis le plus jeune âge, elles mettent leur fille à la danse. Mais genre,
sur entre elles, elles sont sur leur dos tout le temps. C'est assez gaulerie comme émission, mais c'est triste. Tu m'étonnes. Mais non, moi j'avais la chance d'avoir un rapport assez sain au sport, dans le sens où mon père il me déposait en compétition. Vas-y, casse-toi. Ouais, c'est pas bien. En fait, il était supportif, mais de loin, tu vois, il restait dans les gradins. Mais alors que des parents qui étaient juste derrière la piste, qui encourageaient, qui criaient sur leurs enfants quand ils gagnaient pas leur match, qui parfois engueulaient les arbitres. Non, moi c'était vraiment. Ah non, c'est gênant, c'est malaisant. Enfin, tu fais du sport, à mon sens, pour les mauvaises raisons. Non, moi c'était chill. Et puis surtout, mes parents, ils me donnaient moi de mes ambitions, mais de façon limite très naturelle, tu vois. Et ça, c'est encore une fois avec le recul. Mais c'est une chance. Ouais, puis une tenue d'escrime, du matos, les billets d'avion, enfin, c'était. Ça doit être un vrai sacrifice en fait, parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Des salaires de professeurs, c'est pas. Carrément. Bah, c'est connu pour être une discipline assez élitiste quand même. Ouais, carrément. Ouais, plutôt pour être assez onéreuse. Ouais. Ça peut être compliqué, ça peut même être un frein à la pratique pour certains. Alors imagine quand tu es ultramarin qu'en plus il y a les billets d'avion qui rentrent en jeu. Qui rentrent en compte, ouais. Ouais. Du coup, c'est quoi la suite de l'aventure? Tu prends donc t'arrives à convaincre les parents. C'est quoi le dernier argument? L'argument final qui fait que ça tranche. L'argument final, c'est que je promets mon Dieu merveille. J'aurai ma cesse de moyenne, j'aurai mon bac avec mention, nanani, vous appellera tous les jours. Ouais, bah oui, toujours les violons là. Ouais. Et là, on arrive et là, c'est drôle. C'est là où on se rattache un peu au podcast, c'est que là, j'arrive à Paris, c'est un peu mes premiers pas dans la mode. Ouais. Mais pas ceux qu'on imagine, c'est-à-dire que moi j'arrive, il faut imaginer la Guadeloupe dans les années 2000, donc nous c'est l'influence hip-hop US, le rap américain, les baggy, 50 Cent, J-Unit, etc., T.I., Lil Wayne, etc. Donc moi j'arrive avec mes baggy Echo, les polos Echo qui arrivent en bas des coudes, les casquettes, les chaussures, toutes les marques. Ouais, exactement. Et là j'arrive et en France hexagonale, c'est les schmouf, c'est les slim, c'est les polos Vicomte Arthur, les mèches, les pulls col V, toute cette époque, tu vois. Donc là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et là, mon père antillais qui m'habille avec les codes vestimentaires antillais, il m'achète un manteau en cuir. Un manteau en cuir, je me souviendrai, on était allé à Châtelet, un manteau en cuir qui m'arrivait au niveau des phalanges au cas où je grandisse. Exactement. Après, je faisais déjà 1m85, tu vois. Donc un truc hyper large, les épaules hyper tombantes, j'arrive et tout. Léon le nettoyeur. Ouais, c'est ça. Donc je ressemble à rien. Et ce manteau, je l'ai mis, je pense, 3 fois. Mais mes potes se sont foutus de ma gueule. Du coup, j'avais la petite parka qu'on nous avait filée en pactage quand je suis rentré au Crêpes. Et la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un super groupe de potes. En fait, dans le pôle espoir dans lequel j'étais, on était 12 escrimeurs. On était 6 à être rentrés en même temps, donc 6 nouveaux, qui avaient soit mon âge, soit 1 an de plus que moi. Et en fait, c'est devenu mes potes. Encore aujourd'hui, il y en a qui sont encore mes plus proches d'amis, et puis c'est l'aventure dans l'internat. C'est trop bien. Alors, pour donner un exemple, une journée type, c'est je me lève, je vais au petit-déj, je vais à l'école, vers 11h, je m'entraîne, je vais manger, je retourne à l'école, à 16h, je m'entraîne, ensuite tu vas au self. Ensuite, de 20h30 vu que j'étais plutôt bon élève, de 20h30 à 22h, j'étais dans ma chambre pour l'étude. 22h20, bam bam bam, ouais, bam bam bam, ouais, c'est ça. 22h20, c'était quoi? C'était l'appel. Donc en fait, avec le recul, je me dis mais c'est comme en zonzon, t'es sur le pas de ta porte, t'as quelqu'un qui vient, qui vérifie que t'es là, et après tu peux aller dans ta chambre. 22h30. C'est une responsabilité après. Oui, bien sûr, quand t'es mineur, j'étais mineur, faut pas oublier. Des responsabilités par rapport aux gens qui sont responsables de l'internat. Mais avec le recul, c'est quand même chaud, t'as très peu de liberté. Tu le vis comment, le 1h30 tous les 3 jours à 3 heures tous les jours, du coup, physiquement, je parle? C'est ça, j'ai de la chance d'avoir quand même une bonne capacité, une bonne condition physique. Comme je t'ai dit, je faisais du tennis en même temps, du football en même temps. Donc je le vis plutôt bien. Non, la grosse claque dans la figure que je me prends, c'est que, en fait, j'étais moins bon que les autres. En fait, j'exagère, mais les 2 premiers mois, je prenais branlée sur branlée à l'entraînement et je comprenais pas. Je me disais, mais techniquement, je suis aussi bon qu'eux. Physiquement, je suis plus fort qu'eux. Et en fait, c'est tactiquement. Okay. Et en fait, ça s'explique parce que en Guadeloupe, les compétitions régionales qu'on fait, on est entre 7 et 9. Tu vois, donc du coup, toute la saison, tu rencontres les mêmes personnes. Donc au final, tu commences tu connais leur jeu et puis tu vois pas une gamme de jeux différents. Alors que ceux qui sont en France hexagonale, eux,
tous les week-ends, ils ont des compétitions. Les compétitions régionales, ils sont 30-40. Les nationales, ils sont plus de 100. Ouais. Et en fait, ils sont confrontés à une vaste palette de jeux différents, ce qui fait que leur IQ en termes de sport, leur intelligence, elle se fait de façon beaucoup plus rapide. Mais là, t'es quoi? T'es à l'épée, du coup? Je suis au fleuret. Toujours au fleuret. Okay. Toujours au fleuret. Et en fait, c'est ça que je vois, c'est que moi, j'avais pas ce raisonnement tactique, cette intelligence de jeu. Et en fait, c'est là où je me faisais baiser, quoi. Techniquement, physiquement, j'étais fort, mais ils étaient assez malin et mature tactiquement pour retourner cette force physique contre moi. Donc moi c'était toujours plus vite, toujours plus fort, et en fait ils retournaient ça contre moi. Ouais. Donc j'ai pris défense contre. Exactement. Donc j'ai pris, tu vas trop vite, du coup tu es moins précis, eux ils font des contre-attaques, tu vois. Et moi je comprenais pas et tout. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu 2 entraîneurs très très bons. Il y en a un qui est toujours mon entraîneur aujourd'hui à l'INSEP en équipe de France, s'appelle Émeric Clos, si t'écoutes. J'espère qu'il va écouter. Tu vas lui envoyer par qu'il écoute. On veut son stream. Et un autre qui s'appelle Franck Boisdin qui m'a entraîné jusqu'en 2016 avec Émeric, qui maintenant entraîne le Japon. Et très très vite ils m'ont enseigné cette science du jeu. Et moi je me suis servi de ça comme une éponge, et en fait très tôt ça a payé en fait. En cadet, en fait je suis entré très jeune, on est deux à être les plus jeunes, parce je suis entré en cadet et les autres ils étaient juniors, et la première compétition cadet je la gagne. Donc en mi-novembre. Ça te booste là du coup? Ouais, ça me booste, je vois que je suis dans la bonne direction, je vois que je travaille dans le bon sens, etc. Donc pardon. Ça sera pour le montage, je sais pas qui édite, mais voilà. Donc ça me pousse dans le bon sens. La première compétition je la gagne, ensuite je fais une très bonne saison nationale, du coup je suis sélectionné en équipe de France cadette. Là on fait une première médaille par équipe au championnat d'Europe cadet, et en fait à partir de là, chaque saison je progressais, c'est-à-dire ma première année de junior, je suis été en équipe de France. Ma deuxième année de junior, je suis en équipe de France, je fais quart de finale. Et ma troisième année de junior, je rentre à l'INSEP. Ouais, t'es lancé quoi. Donc j'ai une progression assez progressive et longiligne, quoi. Progression progressive, pas mal. Une progression assez longiligne, ouais. Moi, c'est une discipline que je connais pas du tout. Est-ce que c'est un truc où t'arrives direct à te projeter, à te dire ok, je peux en faire, tu vois, un métier, je peux vivre de ça? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Et ça c'est cool, parce que c'est un mal pour un bien, parce que du coup on est obligé d'avoir un plan B, de pas avoir tous nos œufs dans le même panier. Donc en fait très tôt on nous dit que l'escrime tu pourras pas en vivre, et même quand je suis rentré à l'INSEP, t'as des mecs qui bossaient à mi-temps, qui s'entraînaient et tout, et pour nous c'était comme ça. Donc je savais que je pouvais pas mettre l'école de côté. Donc, en plus, t'avais promis un 16 de moyenne, exactement, que je n'ai absolument pas respecté. En terminale, c'était n'importe quoi. J'étais tout le temps absent. Je crois au dernier trimestre, j'avais 8 de moyenne. Mais j'ai eu mon bac avec mention. T'as pas menti. J'ai pas menti. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et du coup, en fait, je fais 2 années à Châtenay-Malabry. Donc ça, excuse-moi, mais ça, c'est en région parisienne, c'est ça? Exactement. Excuse-moi. Non, mais savoir où tu te situes, parce que du coup, le week-end, tu peux quand même monter sur Paris, j'imagine. Le week-end, je peux monter sur Paris, mais il faut une autorisation parentale. Donc mes parents étaient au courant. Mais ouais, c'est ça. Disons que la semaine, tu peux pas sortir de l'internat. Le week-end, je peux, mais il faut une autorisation parentale. Donc oui, donc c'est mes premières excursions à Châtelet et tout. Je commence à avoir des sapes et tout, mais j'ai pas un sou en rond, tu vois. Je sais pas, je vais avoir 50 € d'argent de poche par mois. Enfin, tu vois. C'est vraiment pour manger dehors quand au CEF c'était trop dégueulasse. Spoiler alert, ça l'était tous les jours. Donc voilà, donc il n'y avait pas de budget pour faire du shopping. Mais après mes 2 années à Châtenay-Malabry, je suis monté 1 année à Wattignies, donc dans la banlieue de Lille. Ouais, et donc ça c'était mon post-bac. Et j'étais plus à l'internat pour mineurs, j'étais au Crous. J'étais au Crous, et là j'ai un peu plus de liberté. Mais je sais pas, j'étais tellement formaté que j'ai pas fait trop de conneries. Enfin, honnêtement, à l'époque j'avais ma copine qui était à Paris, donc le week-end je rentrais, j'allais la voir chez ses parents du coup. Et du coup les autres week-ends, je sais pas, je sortais pas souvent. Enfin, je sais pas, j'étais quand même assez calme. Ouais, c'est ça. Et du coup je suis resté qu'1 année à Lille. C'était quoi? C'était pour l'école ou c'était pour l'escrime? L'escrime, en fait. Mon pôle espoir avait fermé, il avait été muté à Lille. Et j'ai fait un DUT génie biologie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, à cette époque-là, j'avais une vision de la vie assez classique. C'était les études, ça me fait chier. Vas-y, je vais apprendre un métier et je vais travailler. Puis voilà, je vais gagner, je sais pas, un SMIC, 2000. Pour moi, c'est très bien. Et du coup, je m'étais dit, je vais devenir manip radio.
Je me suis dit, c'est simple, c'est 3 ans d'études, tranquille, et après, ma vie, elle est assurée. Donc voilà, je fais ça. Et puis même à l'époque, j'étais con. Je me disais, je veux pas rentrer à l'INSEP, il y a l'air d'avoir une mauvaise ambiance et tout, en plus l'escrime, enfin, n'importe quoi. Et au final, ma deuxième année de junior, il y a 3 années de junior, ma deuxième année de junior, je fais de très bons résultats. Je fais à une compétition, je fais dans les 16 meilleurs en senior. Je bois le vice-champion olympique senior. Enfin, pour un junior, c'est vraiment des trucs assez ouf. Et en fait, à la fin de la saison, l'entraîneur national des seniors, des grands, me dit qu'il veut que j'intègre l'INSEP, donc le groupe France senior, les 12 meilleurs seniors, l'an prochain, alors que j'étais encore junior. Donc là, je me pose pas la question, je me dis plus, bon, j'y vais. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'à partir de janvier, j'étais déscolarisé. Pardon, petite note. Ok, c'est noté. En fait, j'ai un peu honte quand j'y repense, mais je suis allé, en fait, j'arrivais, je m'accrochais, je suivais les cours et tout, les TP et tout. En plus, c'était tu t'es pas couché trop fort non plus. Attends, 4 mois, c'est pas rien. Tu t'es trop couché les dents, ouais. En fait, j'ai fait une Coupe du Monde au Danemark avec les seniors. Là je rentre et puis là je vois tempête de neige, de la neige partout et tout. J'ai pas mal réussi ma Coupe du Monde senior, j'étais dans les 32 meilleurs. Je me dis allez, t'as bien mérité un jour de repos et tout, un jour de repos. Lendemain, qui se transforme en 2, 3, 4 et puis j'y suis plus jamais retourné. À cause de la neige, comme Rof. Exactement. Et puis après la honte, tu loupes une semaine sans prévenir personne, t'oses pas remettre les pieds à l'école. En fait j'ai quitté comme ça lâchement, j'ai prévenu personne. Abandon de poste. Exactement. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que j'ai même pas prévenu mon entraîneur. Donc il y a des entraînements que je pouvais pas aller parce qu'il y avait cours, j'y allais pas. Oh là là, t'as fait double vie quoi. Exactement. Mais attends, comment t'as prévenu tes parents à un moment? Je crois pas. Pas tout de suite. Je suis majeur. Enfin, je suis majeur à l'époque. Moi, je vivais ma meilleure vie. J'en ai profité à ce moment-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me couchais tous les soirs à 2h du mat. Enfin. Mais c'était cool parce qu'en plus à ce moment-là je faisais rien, donc je sais pas, je regardais des trucs que je me suis dit allez, je vais refaire ma culture cinématographique. Je me suis mis à mater Taxi Driver, Les Affranchis, des trucs comme ça. Va. Oui, c'est cool. Mais ça c'était très important. C'est très important. Bah hyper important. Mais c'était quand même une belle vie de branleur. De cinéphile, on dira, de cinéphile. Ouais, exactement. Ok, et du coup, qu'est-ce qui te remet un peu dans un rythme après, je suis quand même sérieux aux entraînements. Enfin, c'est con, mais j'aurais pu profiter. Sur lequel tu vas. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais pu profiter de cette oiseveté pour sortir tous les soirs. Je vais quand même rester assez sérieux pour mon projet sportif. Et en fait, ce qui me remet dedans, c'est que quand je rentre à INSEP, je rentre en école de kiné aussi. Ok. Normalement, l'école de kiné, il faut faire une année de médecine ou à l'époque, une année de prépa. Et quand tu es sportif de niveau, ils prennent le meilleur en termes de résultats sportifs de sa génération. Donc là, c'était moi. Enfin, il faut être motivé pour faire kiné. Du coup, j'ai déposé un dossier. J'avais un bac avec mention assez bien. Donc, t'avais fait un bac scientifique en plus. Voilà, du coup, exactement. c'était parfait. Donc, je suis rentré dans l'école de kiné comme ça, sans médecine, sans prépa, sans rien. Et un nouveau départ. Donc, l'INSEP, c'est pas à Paris, mais c'est dans le bois de Vincennes, mais c'est à proximité immédiate. T'as le bus et le métro. Bien sûr. Une nouvelle vie qui commence. Donc, là, les seniors, c'est quelque chose. Moi, j'arrive avec mon corps de 19 ans à l'époque. Je faisais la même taille que maintenant, 1m90 pour 72 kilos. Donc, j'étais vraiment une petite crevette. Ouais, donc, ils ont bougé. Ouais, c'est ça. Alors que les autres, c'est des vrais hommes qui font de la muscu, des mecs qui ont, des hommes qui ont encore un corps d'homme fini, plus développé. Donc, physiquement, on est raccord sur là. Physiquement, c'est un peu compliqué au début, mais très tôt, j'arrive à me faire une petite place à l'entraînement, à pas prendre trop de branlées et tout. Donc, et de là, en compétition junior, je suis numéro 1 junior. Et après, de là, je commence à rentrer directement en équipe senior, tout en étant junior. Je pense que ça t'aide, non? Ça, tout au long de ton profil, tu as l'air de dire que tu as toujours un petit peu la place de cadet, en tout cas de plus jeune de l'équipe. Ouais, c'est vrai. Donc ça t'entraîne en fait, j'arrive et puis c'est bête, mais j'ai pas d'ambition. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas d'ambition affichée, je me dis je le fais et on verra bien. Jamais, à aucun moment dans ma vie, ça arrivait bien plus tard, je me suis dit je vais être champion du monde, je vais être champion olympique. Tu sais, je suis à l'INSEP, ok, je fais mon truc à fond et on verra bien. Et du coup, le fait d'avoir cette ambition pas forcément affichée, il n'y a pas de pression, du coup je fais mon truc à fond. Mais par contre, si je vois une porte qui s'ouvre, j'hésite pas à la défoncer. J'ai pas ce complexe de l'imposteur ou quoi, je me dis écoute, j'y vais quoi. Ouais, j'y vais. Ouais, mais c'est marrant, on avait parlé de ça dans quelques épisodes avant pour des raisons complètement différentes, mais de se dire quand t'attends rien, tu te mets un peu moins de pression et du coup les choses se déclenchent plus facilement. C'est assez drôle. C'est ça.
Donc ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. Donc équipe de France senior. Après j'ai fait des coupes du monde dans l'année, mais j'étais pas encore assez mature pour avoir les épaules pour encaisser comprendre l'enjeu. Comprendre l'enjeu, la pression, etc. Donc je fais pas les championnats du monde et d'Europe en senior de la fin de saison. Du coup là je rentre en vacances et tout, et puis là je reprends l'an prochain. On est en 2011-2012, la saison d'après, suivante, et là c'est une année olympique, et l'équipe qui est partie au championnat du monde, elle est vice-championne du monde, donc pareil, je me dis c'est une année olympique, je suis senior 1, je fais la saison et puis on verra bien, tu vois. De toute façon l'équipe elle est déjà faite, les mecs qui sont vice-champions du monde, il n'y a plus de place, tu vois. Je fais mon truc, je m'entraîne toujours sérieusement, et puis là une compétition, je fais un quart de finale, tu vois, alors qu'il n'y a pas forcément de bons résultats cette saison. Là je fais c'est cool, écoute, je serais peut-être remplaçant, j'aurais peut-être le pactage avec les anneaux olympiques, tu vois. Je me dis, mais franchement je me suis à des années-lumière. Et puis là une autre compétition, un autre quart de finale. Là je suis 3e au point, il y a 4 places, 3 places individuelles, une place par équipe. Là je me dis écoute, je suis dans les points, mais peut-être que je partirai en remplaçant que pour l'équipe, tu vois, mais toujours pas. Puis à la fin de la saison, je suis vraiment dans les points, je suis 3e au point. Et même à ce moment-là, je me dis, je suis trop jeune, l'entraîneur il va pas penser qu'un petit gamin il puisse avoir l'expérience et tout. À côté, j'étais en concurrence avec des mecs qui avaient déjà gagné des coupes du monde, fait des podiums en grand championnat et tout. L'annonce de la sélection, c'est quand même un truc assez anxiogène. T'es dans une petite pièce, les 12 mecs, les 2 entraîneurs. T'es là, les Jeux Olympiques, il sort son papier, il dit sélection pour les Jeux, et moi mon nom est couché 3e sur la sélection. Donc là, je suis pudique, donc juste un petit sourire en coin, parce qu'en plus t'es en concurrence quand même avec tes potes, et en plus moi j'étais en concurrence avec mon idole d'enfance, Brice Guyard. Brice Guyard, j'explique rapidement qui c'est le dernier champion olympique de ma discipline au fleuret, il a gagné en 2004, et 2004 je me souviens, j'étais devant la télé, et puis ce mec là c'était mon héros, la façon dont il faisait de l'escrime, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire. Il courait sur les adversaires, c'est un truc épique, franchement tu regardais son match, tu en avais plein les yeux, et j'ai un peu calqué mon style d'escrime sur lui. Et la première fois que je me suis entraîné à l'INSEP, du coup j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais junior 2, et du coup je l'ai affronté, et pour la petite histoire je l'ai battu. Alors il revenait un peu de blessure et tout, mais quand même, tu vois. Toi, ça a dû te donner des ailes, ça, quand même. Ouais, voilà, carrément, totalement. Et en fait, quand j'ai vraiment intégré l'INSEP, il a tout de suite vu que on avait des similitudes, on a un peu le même gabarit, le même style de jeu. Du coup, il m'a vraiment pris sous son aile. Un mentor. Ouais, carrément, totalement un mentor. Et je me retrouve en concurrence avec ce mentor, et Brice en fait il est pas sélectionné pour les Jeux, donc il est suppléant, c'est-à-dire qu'il est le remplaçant du remplaçant du mec qui ferait à l'équipe. Donc voilà. Et ensuite, pour la petite histoire, avant les Jeux Olympiques, il y a les championnats d'Europe, et en fait le 4e, le remplaçant, il se trouve qu'il se blesse 2 semaines avant les championnats d'Europe, donc Brice fait les championnats d'Europe, et du coup on fait équipe ensemble pour lui sa dernière sélection. Toi, moi ma première, et on fait vice-champion d'Europe par équipe ensemble. Trop beau. Donc sa dernière médaille internationale et ma première médaille internationale en grand championnat. Donc un truc la boucle est bouclée. Exactement, un truc de passation, de passage de témoin. Donc franchement c'était trop cool. Et après les Jeux Olympiques, un peu moins cool. On arrive aux Jeux Olympiques. J'ai des étoiles plein les yeux, la cérémonie d'ouverture. C'est où, c'est dans quelle ville? C'est à Londres, excuse-moi. Londres 2012. Pour moi c'est logique, mais Londres 2012. On arrive, je sais pas, moi je suis un grand fan des Jeux Olympiques. Je sais pas, depuis que j'ai l'âge de regarder la télé, je campe dans le salon, je mettais littéralement un matelas dans le salon pour dormir, pour quand ça se passait loin, les décalages horaires et tout, je regardais avec mon père, c'est vraiment un truc que j'adore. Et là, il participait. Tu les vis. Ouais, je les vis, je reçois le pactage avec les anneaux olympiques partout, un truc de mal, la cérémonie d'ouverture. Je sais pas, je rentre de la cérémonie d'ouverture, je rentre dans le village, je vais aux toilettes, il y a un mec qui vient uriner à côté de moi, je tourne la tête, c'est Djokovic. Tu vois. Donc bien sûr je me lave les mains, j'attends un peu, et je prends une photo avec lui au self, je tombe sur Kevin Durant, je prends une photo avec lui. Des trucs de malade, tu vois, j'avais des étoiles plein les yeux. Là t'as quel âge? Là j'ai 21 ans. J'ai 21 ans. C'est fou, hein. C'est ça. Et là, en individuel, je m'incline au premier tour. Je perds contre un de mes coéquipiers, Erwan Lepéchou. On se compte pas, c'est le tirage, toi. Donc en plus, je menais genre 7-3 ou 7-4. Et après, l'expérience a fait que
Il a remporté le match. Et par équipe, en fait, moi, je tiens plutôt bien la pression. Je tiens bien mes 2 premiers relais. Et après, il y a un de mes coéquipiers qui prend l'eau. Du coup, on s'incline en quart de finale. Et c'est la première fois depuis Rome 1960 que l'équipe de France revient avec aucune médaille. Ah ouais, la grosse douche froide là pour le coup. La grosse douche froide, les médias qui s'en donnent à cœur joie. Mais sur les cadors, les confirmés, les mecs plus âgés, moi je suis le minot de 21 ans, tu vois, qui vient d'arriver, donc limite on s'en fout de moi, tu vois. Ouais, donc, c'est eux qui prennent le tarif. C'est ça. Et puis je sais pas, en fait tout le monde, l'escrime c'est la première semaine au jeu, tout le monde part. Enfin il reste pas. Moi je sais pas, j'étais au village olympique. Je reste. Je vais voir des épreuves, je vais faire des soirées, je profite de mon expérience olympique jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Donc je sais pas, il y a un autre Français qui reste, et puis du coup là, je fais ma vie au village, je sais pas, je sors tous les soirs, je rencontre plein d'autres disciplines, d'autres sports, je rentre, je sais pas, je me réveille à midi, je vais manger, je prends des cafés dans le village, je vis ma vie. Ouais, t'en profites un peu, je vis ma meilleure vie. Et ensuite, j'ai une autre passage de témoin. En fait, mes premiers Jeux Olympiques, c'était aussi les derniers Jeux Olympiques de Laura Flessel, qui était porte-drapeau de l'équipe de France. Ouais. Donc et là, pendant la cérémonie de clôture, je suis à côté de Laura. Enfin, par hasard, je suis à côté de Laura quand en fait la flamme s'éteint. En fait, la flamme s'éteint, donc je sais pas, ils mettent une cloche dessus, je sais plus. Et là, t'as l'impression qu'il y a une petite partie de Laura Flessel qui s'éteint. Et en fait, je vois, elle commence à fondre en larmes. Et du coup, je la réconforte et tout. Et pour la petite histoire, on avait un survêt blanc. Et ce survêt blanc, il y a encore des taches de mascara que j'ai gardées. Je l'ai jamais lavé. Et il est chez moi en Guadeloupe, il est dans ma penderie. Et j'y toucherai pas. C'est trop chou. Ouais, donc tu vis ta meilleure vie, mais après tu rentres et tu te dis, comment tu te projettes après ça, parce que après, j'imagine que t'avais, même si tu es allé à la cool, tu devais quand même avoir des expectations. Ça donne faim. Ça donne faim, parce que moi ça te donne l'envie de retourner. Ça me donne envie d'y retourner, parce que là j'ai pas vraiment préparé ces jeux. Donc j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ouais, c'était la surprise. Je suis là, les gars. Voilà, j'ai pas eu un cycle de préparation olympique de 4 ans pour avoir le temps d'appréhender le truc. Voilà, je suis là, hop, il y a une place à prendre, je la prends, voilà. Là, ça donne quand même faim. Donc mais je me remets pas vraiment en question. Je surfe un peu sur mon truc. Et il se passe quelque chose, c'est que en 2013, je suis pas sélectionné au championnat du monde. Ok. Pour quelle raison? Excuse-moi, moi je la connais pas l'histoire, j'ai envie de savoir. Si on dit les termes, attention. Ouais, je suis un bon vivant. Ouais. Donc à cette époque-là, je sortais beaucoup. Ok. Et je sais plus, c'était une compétition, c'était en mai 2013, je crois, avec mes potes escrimeurs. On arrive en Corée du Sud pour une compétition, et la compétition, elle est le dimanche d'après. Et en fait, on arrive le dimanche et nous, qu'est-ce qu'on dit? On sort pour se mettre dans le décalage horaire. Donc on arrive en Corée, on sort, je sais pas, puis on rentre, je sais pas, 5-6 heures du mat, enfin une vraie sortie, tu vois, en boîte et tout. Voilà, du coup, si ça marche pas le coup du décalage horaire. Tu rentres à 6 heures du mat. Mais du coup, tu te réveilles à 10 heures, t'es dans le coltard toute la journée, le soir tu te couches à 21h, tu fais une nuit complète et comment t'es calé. Non, il y avait c'est une nouvelle technique, je la connaissais pas. On avait étudié le marché et tout. Il y avait quelque chose de sens. Il fallait sortir aussi, ça avait été étudié. Et en fait, notre entraîneur est au courant. On s'est fait poucave. Oh non. Ouais, du coup, notre entraîneur est au courant. No snitching. Ouais, c'est ça. Et en fait, je faisais une saison moyenne, tu vois, j'étais 4e au point, donc normalement dans les points par équipe. Et là, quand il annonce sa sélection, mon entraîneur, il dit voilà, je suis remplaçant. Donc. Il pique. Ouais, c'est ça. Et puis il me dit après la sélection, Benzo, tu viendras me voir. Et il me dit, ouais, tu sais pourquoi je te sélectionne pas? Je dis, ouais, j'imagine que c'est mon hygiène de vie. Il dit, ouais, voilà, c'est pas normal, ce que j'ai appris à Séoul. Et puis il y avait une compétition à Paris où il a appris que j'étais sorti 10 jours avant la compétition. Et il m'a dit qu'en plus, à l'entraînement, je restais un peu dans mon zone de confort. Qu'en fait, je suis grand, donc je tire de très loin. Et j'aime bien prendre de l'élan. Donc en fait, c'est vrai que je restais dans ce schéma. Je me confortais un peu dans ce que je savais faire. Donc du coup, fin de saison pour moi. Fin de saison, écoute, c'est le moment pour sortir, toi. Le mal par le mal. En fait, ça sert à rien. La saison, la compétition reprenne en octobre, on est en juin. Donc t'as l'été, quoi. Ouais, donc je commence à sortir pas mal, assez souvent. À l'époque, je sortais souvent au Wanderlust, tout comme ça. On est en 2013, on ne jugeait pas. À l'époque, c'était cool. La grande époque.
Mais par contre, c'est vrai que je me remets énormément en cause à l'entraînement. Et du coup, pendant 1 mois, je prends que des branlées parce que j'essaie de tirer de très près à petite distance. Pardon. Et ce sont donc je tire à petite distance et ce sont des signaux auxquels je suis pas habitué, des façons de faire que je maîtrise pas encore et je prends des branlées et tout. Mais je m'accroche, je me dis que ça va me servir tôt ou tard. Puis au fur et à mesure, je commence à capter des trucs. Puis là, je pars en stage terminal avec les autres, donc le dernier stage avant de partir au championnat du monde. Et là en fait pareil au stage terminal je vais boire des coups avec les remplaçants parce qu'en vrai toi t'as juste à être bon sur les séances d'escrime en fait. Les autres ils font du physique, de la muscu, toi en tant que remplaçant tu fais que les séances d'escrime, on te demande juste d'être bon en escrime. Et par mon travail que j'avais fait sur la piste, enfin de fait de tirer de près et tout, je rentre dans des termes techniques mais bon voilà, j'avais vachement progressé et je battais quasiment tous mes coéquipiers qui eux partaient le championnat du monde. Mais je buvais des coups avec tous les remplaçants tous les soirs et tout. Et en fait, 2 jours avant la fin du stage, un de mes coéquipiers, Julien, qui se blesse. Et là, mon entraîneur me dit bon, bah Enzo, tu vas partir au cas où sa blessure sera grave et tu vas peut-être tirer. Là, je lui dis ah, mais enfin, je dis ok, mais dans ma tête, je suis pas prêt quoi. Physiquement, du moins quoi. Dans la tête, en fait, pour moi, c'était désarmement des toboggans en fait. Pour moi, j'étais en vacances. Donc là, on part à Budapest. Et là je m'entraîne avec eux, l'épreuve individuelle se passe et effectivement mon coéquipier, mon copain Julien, il se blesse. Donc là je participe à l'épreuve par équipe et là je faisais des pompes et des abdos tous les matins dans ma chambre pour essayer de me dire allez c'est pas pour me maintenir concerné et concentré on va dire. Et là en fait où j'ai compris que c'était vraiment une sanction vraiment pure et dure disciplinaire, c'est que dans l'équipe en fait je rentre directement en tant que titulaire et en tant qu'avant-dernier, donc le deuxième rôle le plus important de l'équipe. Et du coup, je fais une très belle journée, j'ai un bon niveau, je tire hyper bien et on finit 3e, on fait une médaille de bronze. Et ça me conforte dans l'idée qu'en tout cas, sur les changements que j'ai fait dans l'entraînement, ben c'est quelque chose payant, qui payait, toi. Donc, attends, excuse-moi, je vais te couper parce que j'ai une question. Depuis tout à l'heure, comment tu vis en fait ? C'est comment l'argent ? Je me posais la question, qu'est-ce qui paye les coups là ? On est quoi ? C'est qui paye la bouteille au Wanderlust ? Déjà, j'avais fait 2e une compétition à Bordeaux, j'avais gagné 32 bouteilles de vin, donc ça aide. Vous avez bien entendu 32 bouteilles de vin. Il y avait 1 000 € à la gagne, 0 pour le 2e, mais 32 bouteilles de vin. Mais alors, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance très tôt de gagner ma vie grâce à l'escrime. En fait, quand je suis rentré à l'INSEP, donc en J3, donc à 20 ans, j'avais un club, le Lagardère Paris Racing. Ah ouais. Voilà, à l'époque. Ah, c'est quand ils ont fait Lagardère qu'ils ont voulu faire la section multisport. Ouais, je me rappelle. Je gagnais, ce qui pour moi était une fortune à l'époque, 800 € par mois. Ok. Et t'étais logé. Mais j'étais nourri, logé, blanchi. Ouais. Donc 800 € d'argent de poche. Donc pas mal à 20 ans. Ah ouais, 20 ans, c'est énorme. C'est confortable. Et ensuite, c'est resté 800 € pendant pas mal de temps. En fait, c'est resté 800 € jusqu'en 2012 où la section sportive s'est arrêtée. Du coup, j'ai changé de club. Je suis allé dans mon club actuel, le cercle d'escrime de Melun-Val-de-Seine, dans le 77. Et là, je sais plus à combien j'étais. J'étais à, je vais pas dire de bêtises, 1002 je pense. Mais c'était toujours des genres de bourses sportives, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je ne payais pas d'impôt dessus. On justifiait ça avec des frais, des notes, etc. Et donc voilà, à cette époque-là, c'est comme ça. Et en parallèle, je poursuis mes études de kiné. Donc je suis étudiant. Ouais, c'est ce que j'allais demander aussi. J'ai de l'argent de poche de par mon club et des primes. Je crois que c'était quand tu te sélectionnais au championnat du monde. Les championnats d'Europe, c'était 4 000 €. Ah ouais, quand même. Pas mal. Ah ouais, c'est cool. De sélection, ouais. Et quand tu avais une médaille, je crois que la médaille de bronze, c'était 1500 €. Médaille d'argent, 3500, 4000. Et médaille d'or, 8000. Ok. Voilà. Ah ouais, quand même. Oui, c'est cool. Mais bon, et à cette époque-là, il n'y avait pas de médaille d'or. Donc, on est en 2013. Donc voilà, je sors de ma non-sélection pour raison disciplinaire. Là, je continue de taffer comme un chien à l'entraînement. Et là, la première compétition en janvier 2014. Et là, à Paris, c'est la compétition la plus prestigieuse. J'ai fait que des quarts de finale pour le moment. C'est la première compétition. Et là, je gagne. Je n'étais pas du tout planifié. Je sortais une saison moyenne. Et là, je gagne. Et puis avec des trucs assez épiques, 15-14. Ah ouais, c'est un vrai scénario. Ok.
Et la tension maximum. Voilà. Donc en plus, mon entraîneur, il le dit pas, mais je le sais, il dit vous avez vu, hein, j'ai eu des petits électrochocs à Enzo et tout. Sauf qu'il sait pas, c'est qu'encore 10 jours avant la compétition, je suis sorti. C'est une galère. Je vais avouer par la suite ça. Et puis cette année-là, c'est vraiment mon année breakdown. Genre, je marchais sur l'eau en fait sur 8 compétitions. En fait, notre saison, elle est articulée comme le circuit ATP, c'est-à-dire qu'on a 8 coupes du monde. Et à l'issue de ces 8 coupes du monde, les entraîneurs de chaque en fait, sur les coupes du monde, on part à 12. Donc il y a 12 Français, 12 Italiens, 12 Anglais, 12 Chinois, etc. Et à l'issue du Coupe du Monde, chaque pays sélectionne les 4 meilleurs de sa nation pour représenter son pays au championnat d'Europe et championnat du monde. Ok. Voilà. Donc en juin, championnat d'Europe, juillet, championnat du monde. Et du coup, là, sur cette saison-là, sur les 8 Coupes du Monde, je fais 4 podiums et 2 quarts de finale, ce qui est ouf. Okay. Genre, vraiment, genre déjà faire 2 podiums dans une saison, c'est hyper bien. Là, je marchais littéralement sur l'eau. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un déclic, parce que physiquement t'es mieux, mentalement ? Non, c'est mentalement. En fait, déjà, j'avais travaillé donc, des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise. Et après, notre sport, c'est un sport de confiance, une espèce de cercle vertueux. Ouais, bah oui. Tu gagnes. Tu doutes de rien en fait, tu doutes de rien, t'arrives, tu marches sur l'eau, tu sais pas pourquoi. Et donc là, pareil, je suis premier au point, donc je suis sélectionné championnat d'Europe. Là, j'arrive championnat d'Europe, grand favori, grandissime favori même. Je suis numéro 2 mondial, championnat d'Europe à Strasbourg. Il y a Canal+ qui fait un documentaire sur moi, sur ma journée de compétition. Et là, je suis stressé, mais comme jamais, mais vraiment, je me chie dessus. Ça va pas bien finir cette histoire. Je perds au deuxième tour. Non, au premier tour, je fais mon tour de poule dans les qualifications, et au premier tour, je perds sur un Danois qui devait être, je sais pas, numéro 150e mondial, alors que j'étais numéro 2 mondial. Ouais. Vraiment le stress. La chouma. La honte. Ça montre à quel point le mental, c'est le truc le plus important au bout d'un certain niveau. Je me souviens encore des sensations, j'avais les jambes de coton, j'avais pas envie d'être là en fait, tu vois. Et ça m'a beaucoup appris sur la gestion du stress et des émotions. Et après, là où quand j'ai eu de la chance, c'est pas vraiment de la chance, et là aussi c'est bien goupillé, c'est qu'en fait 3 jours après, il fallait revenir parce qu'il y avait la compétition par équipe, et là on gagne. Ça t'a remis un petit coup de boost, je tire hyper bien, donc voilà, je vois que mon niveau d'escrime n'est pas du tout à remettre en question. Et là on part au championnat du monde. Et là, championnat du monde, j'arrive avec une mentale différente. Je me dis, t'es numéro 2 mondial, mais t'as rien prouvé en fait. T'as rien prouvé. Les Coupes du Monde, c'est cool, mais là où on compte vraiment les trucs, c'est les championnats du monde, c'est les grands championnats en fait. C'est là où les champions montrent qu'ils ont du mental. Quoi. Ouais, t'assois ton titre. Exactement. Quoi. Et là, je fais 3e. Donc, je fais 3e, qui est cool parce que j'étais encore relativement tôt dans ma carrière. À cette époque-là, j'avais 23 ans. Donc, je fais 3e. Bien sûr, je suis déçu parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais être champion du monde, mais là, je perds sur un Russe qui ce jour-là marchait sur l'eau, il était hyper fort. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment mis en tant que top athlète dans ma discipline, c'est cette saison-là. Ok. Donc, ensuite, notre saison bien. Et ensuite, on arrive aux Jeux de Rio en 2016 où. Ah oui, là aussi, il y a une anecdote. Mais ça allait du côté des favelas ou c'est en amont. En fait, on est en septembre 2016. Et mon entraîneur, en fait, Franck, il a été athlète. Donc, il a été médaillé à Atlanta, une médaille de bronze individuelle. Et du coup, il sait ce que c'est le haut niveau. Donc là, il me dit, viens, Enzo, on va dîner. Donc, on va dîner à Vincennes, tous les deux. Et là, il me dit, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est particulier. Pour faire une médaille, il va falloir que tu franchisses un niveau, il va falloir que tu contrôles ton hygiène de vie, attends. Il va falloir que tu contrôles ton hygiène de vie. Et à ce moment-là, j'ai déjà prouvé que par l'escrime, je suis là. Donc je me dis, ok, il va falloir faire un truc en plus. Je sors de ce dîner hypé, je me dis, allez, c'est bon, je vais contrôler mes heures de sommeil. Tous les soirs, j'étais au lit à 22h, du coup à 23h, je dormais, je me réveillais, je faisais attention à ce que je mangeais. Au resto, je buvais pas 1 ou 2 verres de vin. Si ça m'arrivait de sortir une fois par mois, je buvais que de la bière, je rentrais à 2h. Enfin, vraiment. Tu changes d'hygiène de vie, quoi. Les 4 mois où j'étais le plus nul de toute ma carrière depuis que j'ai 5 ans. Ah mais ouais, vraiment. En faisant ça ? En faisant ça, en fait. T'étais déprimé ou c'est quoi le truc ? C'est un peu ça. Pas déprimé, mais en fait, j'étais plus épanoui. Ouais. En fait, j'allais sur les compétitions, j'arrivais pas à l'entraînement. J'étais devenu hyper. C'est trop dans ta tête en fait, peut-être, non ? Ouais, et puis en fait, moi j'ai un style d'escrime qui est assez imprévisible, spectaculaire. Je suis très instinctif. Je sais pas, je vois un truc, j'y vais. Après, j'ai la technique et le physique qui m'aident à avoir une bonne base, mais après, genre, il faut que je sens les trucs, je sens quelque chose, j'y vais.
Là, j'étais dans un truc, je suis une machine. Il se passe ça, j'ai fait ça, Et en fait, il y a ce brin de folie que j'avais plus. Et en fait, du coup, j'avais plus ça ni dans ma vie perso, ni dans ma vie pro. Et en fait, j'étais. C'est trop sage. Ah ouais. Tant et si bien que je fais des contre-performances sur les 3 premières compétitions de la saison. 1, 2, ouais. La 4e arrive. La compétition à Paris, j'ai gagné 2 ans avant. Je perds le premier jour, donc j'ai même pas qualifié pour la compétition principale. Donc là, le soir même, t'es... Non, parce que j'étais encore dans l'équipe, donc le soir même, le vendredi soir, je rentre chez moi, je me pose sur mon canapé, je me souviens, je me douche même pas et tout, je me pose sur mon canapé, j'étais en coloc, mais mon coloc dormait chez sa sœur parce que lui, il s'était qualifié. Je m'endors, je me réveille, je passe toute la journée sur mon canapé, je regarde les résultats, ce que font les Français et tout. Là, mon coloc rentre vers 21h après la compétition, et là, je lui dis, je suis pas dans l'équipe, il me dit... Non, t'es pas dans l'équipe, j'ai fait ok, on y va. Là, je me douche, on va acheter de quoi prendre l'apéro. On est sorti. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, t'es sorti. Je crois aller rattraper tous ces mois de privation. Ah ouais, c'est ça. On est sorti. Puis après, on est allé directement aller encourager les potes de l'équipe. Je crois en sortie de boîte, je crois, à 7h, tu comme ça, sans dormir. Trop drôle. C'était pour rattraper le décalage horaire. C'est ça. Et après. Et après, du coup, à ce moment-là, en janvier 2016, je suis pas du tout dans l'équipe olympique. Donc, du coup, je me dis, foutu pour foutu, continue recommence à kiffer ta vie. Donc, après, je sortais pas en semaine et tout, mais par contre, le week-end, j'avais envie d'aller en boîte. J'allais en boîte, je rentrais à 6h du mat, j'allais le dimanche pour me remettre et tout. Et là, hop, la compétition d'après, je fais dans les 16 premiers, celle d'après, je fais dans les 8. Et ça suffit pour décrocher mon sésame olympique. C'est ouf, hein. Ouais, et en fait, tout ça parce que j'ai repris ce truc de spontanéité. Enfin, je faisais ce dont j'avais envie, sans pour autant mettre en danger mon intégrité physique. Tu vois, enfin, genre, je sortais pas. Oui, c'était pas de la grosse débauche, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais. Voilà, donc Jeux Olympiques, on y va. Là, je perds encore au premier tour, mais cette fois-ci, c'est parce que j'étais pas très bien classé. Je perds sur un Allemand qui est quadruple champion du monde. Enfin voilà, c'est un adversaire qui est bon. Et par équipe, on fait 2e. Okay. Donc par équipe, on fait 2e, donc vice-champion olympique par équipe. Donc ça, c'est cool. Je touche du doigt mon rêve. Et puis là, il y a ce truc où je me dis que ma vie va changer. Je suis médaillé olympique, c'était le début. C'était pas le début d'Instagram, mais je commençais à comprendre qu'Instagram c'était quelque chose qui permettait de se faire une image. De se faire une image, d'avoir accès à certains trucs. À ce moment-là, je commençais à m'intéresser vachement à la mode. Ouais, tout ce microcosme parisien, les petits events par-ci par-là, etc. Et je savais que ça m'intéressait. Et quand t'es sportif, que tu fais les jeux, t'as un peu de visibilité, donc tu commences à te faire contacter par quelques marques. Alors bien sûr, quand tu commences à faire des trucs avec des marques pour parce que tu comprends pas forcément les codes, tu vois. Et je me dis ok, j'avais l'impression d'avoir une image plutôt cool, j'ai une médaille olympique, je me suis dit c'est bon, ça y est, je vais me faire signer par-ci par-là et tout. Ouais. Au final, que dalle. Parce que t'es médaille olympique d'un sport qui est pas sexy. Qui n'est pas sexy. Enfin si, qui est sexy, mais qui n'a pas de visibilité. On n'a pas de grosse audience, quoi. Pas de grosse audience, pas de visibilité. Donc il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a rien qui se passe en fait. Je dis pas grand chose, c'est rien qui se passe. Mais en fait, à ce moment-là, je me souviens avoir ressenti un peu d'incompréhension et d'aigreur, tu vois, parce que je voyais des gens qui avaient des trucs, des sportifs d'autres sports qui n'avaient pas ton niveau, mais qui avaient toutes les opportunités parce que leur sport il était plus exposé. Tout simplement parce qu'ils avaient juste une meilleure image, tu vois. Mais ça, je l'avais pas encore. Pas encore craqué le truc. Ouais, c'est ça. Et la personne qui m'a fait comprendre ça, c'est ma femme, c'est Kitsi. C'est Kitsi parce qu'on a eu ici au podcast. Il faut écouter l'épisode. On adore, on t'embrasse Kitsi. Mais ouais, c'est. À l'époque, quand j'ai rencontré Kitsi, elle avait sa marque de maroquinerie et elle avait très bien compris les enjeux d'Instagram, les trucs de seeding, tout ça, voilà. Et même, puis même, je comprenais rien. Pour moi, une belle photo, c'était un truc. Je mettais plein de filtres, plein de saturation. Oh là là, faut les retrouver ces photos-là. Je suis très honnête, j'ai supprimé aucune photo de mon feed Insta depuis 2000. Depuis que j'ai Insta. Ah ouais, on va les dig. Et puis même le concept de feed, pour moi, c'était pas. Je comprenais pas, pour moi c'était une belle photo par belle photo, le truc de cohérence de feed, faut que l'ensemble soit bien beau, etc. Je connaissais pas du tout. Et donc, grâce à Kitty, j'ai commencé à comprendre ça. Elle m'aidait un peu, elle me disait non, là faut un peu désaturer. Elle me faisait limite des moodboards, mais quel genre de photo t'aimes et tout, ben voilà, tu veux faire ça, ben voilà, faut que tu poses comme ça et tout. Donc
ça commence un peu à se faire. Je suis à quelques marques qui commencent à me contacter. J'ai fait un truc avec Uniqlo, je crois, en 2016-2017. C'était des trucs. J'étais trop saucé. Ils m'avaient envoyé je sais pas, une espèce de veste, un pantalon. Ils m'avaient dit de venir dans leur showroom, de prendre une photo. J'étais trop saucé. Ouais. Alors que maintenant, je me dis. C'est lointain, mais quand même, c'est les premiers pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Et des fois on kiffe plus cela que quand on a des gros trucs après, qu'on a fait plein de choses. Oui, je pense qu'il faut toujours se souvenir d'où on vient aussi. C'est très important. Très très important. Donc après, ma carrière sportive, comment on continue à poursuivre sa progression. Mais en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé Kitsy que tout ce que je construis à côté de ma carrière a commencé à se mettre en place. C'est-à-dire là, tu as une stratégie, tu te dis, parce que là tu dis, ok, il y a des premiers trucs qui se passent, nanana. Mais est-ce que tu dis, ok, j'ai envie de me projeter sur, je sais pas, par exemple, tu peux prendre un sportif américain qui, tu vois, a plein de trucs à côté du sport, des deals et des trucs. Est-ce que tu prends des exemples ou tu vas un petit peu comme ça, tu navigues? Non, je navigue. Parce qu'à cette époque-là, faut oublier que je suis tout seul. Il n'y a pas d'agent d'image, il n'y a rien, tu vois. Donc, je continue. Et en fait, tout ce qui est venu par la suite, ça a commencé grâce à la photo. Ouais. En fait, à la base, je faisais de la photographie. Un appareil photo numérique que je prenais quand je partais en compétition. Ouais. Donc c'était pas vraiment de la photographie, tu vois. Mais j'aimais bien ça, mais en fait j'étais feignant. C'est-à-dire que en fait avec la photographie numérique, tu peux prendre 150 000 photos, tu peux les retoucher et tout. Enfin, je sais pas, ça me saoulait. Ouais, ça me saoulait. Faut trier, rien que le tri déjà, c'est. Exactement. Et en fait, Kitsy me dit, mais quoi, tu te mets pas à l'argentique? Et en fait, c'est vrai que c'est l'esthétique des photos que j'aimais bien, tu vois. Donc, elle me conseille un petit point and shoot, un Olympus Miu 2. Et là, je me souviens, on part à Lanzarote en 2018, août 2018. Je shoot 2 ou 3 pellicules. Et je les dépose au labo. Là, je vois les pellicules, je fais. Mais genre, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pris ces photos. Puis Lanzarote, l'ensoleillement. C'est très beau, ouais. Limite, tu peux pas louper des photos. Ouais, même en lumière, tu peux pas la louper, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai commencé à comprendre. Et puis, ça m'a vraiment matrixé. Donc, j'ai commencé à regarder des tutos, à apprendre et tout, à regarder. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été pris en photo à l'Argentique par un photographe qui s'appelle Julien Soulier, qui est devenu un très proche ami maintenant. Et il m'avait shooté avec un Hasselblad. Et je me souviens, regarder son blad d'en haut. On voyait la photo, un truc à l'envers, un truc hyper. Enfin, mécanique, aucune piste. Mais comment c'est possible de prendre des photos avec ça, tu vois? Moi je suis génération numérique, je savais même pas que ça existait en fait. Et c'est vrai que lui il m'a vachement initié, enfin pas de façon directe, je vais pas demander de détails et tout, mais c'est vrai que c'est la référence. Il m'a inspiré, exactement, c'est la référence que j'avais, même dans son esthétique assez épurée et tout. Et donc du coup j'ai commencé à diguer, à chercher mes trucs. Donc je passais du point and shoot au réflexe, ensuite le moyen format, enfin c'est devenu c'est une vraie passion du coup. Exactement, graduellement. Et en fait, c'est grâce à cette passion que je suis rentré un peu dans la famille Nike. Voilà, donc là on est en janvier 2018. Donc voilà, je commence à poster des photos argentiques sur mon compte athlète et je vois que les gens n'en ont rien à carrer. Et les gens qui me suivent ma vie d'athlète, ils s'en foutent d'une photo d'un bâtiment qui se découpe sur un ciel bleu, mais ils en ont vraiment rien à foutre. Ils veulent voir des circuits training, moi en tenue d'escrime et tout, mais voilà. Donc je crée ma deuxième page. Ouais, c'est ça. Je crée ma deuxième page Insta qui s'appelle Behind the Fencing Mask, derrière le masque d'escrime. Et là, je poste mes photos. Et c'est un peu comme un diary, comme un journal. Je poste mes photos argentique. Et puis c'est cool aussi parce que je m'affranchis de la pression cette époque où il y avait les algorithmes, fallait poster à telle heure pour avoir le tel reach et tout, je m'en fous si je poste à 8h du mat, donc sans pression du like. Ouais. Et je me souviendrai, c'était en janvier, j'étais à Tokyo et je reçois un DM, un mec me dit salut, c'est Félix, je bosse pour Nike, j'aimerais bien que tu passes pour me raconter ce que tu fais. Puis même, ce genre de façon de faire, j'étais pas du tout. C'est bizarre, je me dis c'est un prank. Pourquoi t'es méfiant, ouais. Je suis pas méfiant, mais je me dis c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et là, du coup, on s'écrit, donc je comprends que c'est pas un prank du tout. Il me donne la reste, c'est le showroom à Barbier là. Du coup, je me souviendrai toujours, j'ai choisi ma paire que j'avais mis, j'avais une paire de Monarch. Ouais. Je suis un peu les courants, mais je suis pas trop deep dans les paires hyper pointues. Je suis plus normcore et tout. Enfin, toi, c'était étudié quoi. T'es pas un sneakerhead. Exactement. Donc j'arrive, je discute avec Félix pendant 1 heure. On discute de tout et de rien. On discute de photos, mon rapport à mon sport et tout. Puis à la fin,
il me propose, enfin, il me donne 3 paires de chaussures. Et en fait, avec le recul, mais je me dis, mais oui, mais c'est logique en fait. Il y avait une paire de TN, donc TN bleu, qui est un modèle assez iconique de Paris qui était sorti il y a 4 ans. Une paire de Shox. Et une paire de Nike CDG Uptempo, mais un truc vraiment de modeux, tu vois. Ok. Donc là, je prends le truc et tout, puis là, direct, dit la Shox et tout, c'est la paire de mon enfance et tout. Quand j'étais petit, genre, dire mes parents avaient énormément hésité avant de me l'acheter. Les ressorts c'était décollé et tout. J'avais dû les recoller de la Clue, c'était l'Archuma et tout. Je ferais ça. Et puis là, il m'invite à une deuxième soirée où je rencontre Abdou, qui s'occupait un peu du sport à cette époque-là chez Barbier, avec toujours pour Nike. Et puis après, on se revoit une 3e fois avec Félix Abdou, et puis là, il m'explique qu'ils aimeraient bien qu'on travaille ensemble. Il m'explique la façon qu'ils ont travaillé avec les gens, c'est que eux, c'est pas le sports marketing du tout. Eux, c'est beaucoup plus lifestyle. Voilà, c'est lifestyle, c'est un peu eux qui s'occupent du rayonnement culturel de la marque à Paris. Donc ils me disent, écoute, nous on va te fournir tout ce qui est équipement de sport, etc. On va t'envoyer des produits chauds de temps en temps et tout, mais on ne signe pas les gens, toi. Nous c'est pas une façon de faire, mais par contre on sait que tu as un lifestyle qui nécesse d'avoir de l'oseille, et si on peut te mettre sur une campagne, on va te mettre sur une campagne. Tu rentres dans la famille, quoi. Voilà, je rentre dans la famille, exactement, tu fais partie de la famille. Donc je rentre dans la famille Nike. Il m'invite à des soirées, des trucs. Avec Félix, on avait fait un truc. Il m'avait invité, on est allé à l'époque à la Coupe du Monde de foot féminin qui se passait en France. Et en fait, on avait fait un aller-retour Paris. Je me souviens plus où c'était, mais je crois en Bretagne, en van. On s'était arrêté dans un relais. On avait mangé un restaurant étoilé. J'étais avec Johanna Torchman, je sais pas si vous voyez. Bien sûr, c'est la famille. Voilà, Johanna. C'est la méga famille. Voilà, avec des petites joueuses de foot, des gamines de quoi, 11-12 ans, tu vois. Franchement, c'était très gaulerie. Mais à l'époque, je me dis, mais à quoi ça sert, quoi, ça, on va voir le match, ensuite on rentre. J'ai vu le truc qui dure une journée, tu vois. Et en fait, tu vas juste regarder un match, tu vois. Bon, c'était cool, mais avec le recul, maintenant je comprends, tu vois. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent en fait. Et en fait, en juin, ils me disent, vas-y, on dîne et tout. Ils me disent, voilà, frérot et tout. On a pensé à toi, il y a une campagne Europe, Nike qui va sortir pour la Shox et on aimerait bien que tu sois le visage de cette campagne. Je fais, vas-y, let's go et tout. Et là, ok. En plus, ça a du sens. Et voilà, ça a du sens. C'est le côté organique en fait. Ils créent les trucs comme ça, ils voient avec quel produit t'as une appétence. Exactement. Et t'as de l'histoire, et comme ça en fait, quand t'es sur la campagne, t'es à fond. C'est ton produit. C'est ça. Tu l'incarnes. Tu l'incarnes pour de vrai. C'est fort. Hein. C'est ça. Et du coup, ils me donnent les dates. Et là, en fait, c'était 2 jours avant de partir au championnat du monde. Okay. Donc, non, ce que je dis, pardon. En fait, la campagne se shootait à Londres et je revenais la veille de partir au championnat du monde le lendemain. Okay. Sachant qu'entre-temps, je m'étais blessé. Je m'étais fait une petite déchirure aux ischios. Aux ischio-jambiers, pardon. Et du coup, j'avais pas le droit de faire de sport et tout. Donc là, je vais à Londres. Je crois que je vais à Londres le vendredi. On shoot la campagne. Pardon. Je vais à Londres le vendredi, on shoot la campagne le samedi toute la journée, et puis là... On te demande de faire des meilleurs sprints non, quand même pas. Mais il y avait un truc où je devais sauter sur un trampoline, tu vois, quand même, tu vois. Ouais. Mais c'était un shoot, c'était un vrai shoot, Nike. Donc dans un studio, j'arrive, grosse prod, je me fais maquiller, je vois un mec à côté de moi, je fais je vais te shooter avec lui, il fait non, c'est ta doublure. Donc en fait, le mec, il allait... Pendant que je me faisais maquiller, après il allait à ma place, il faisait les tests lumière sur lui en attendant que j'arrive. Il y avait sur le shoot, impressionnant. Je pense sur le shoot il y avait entre 20 et 25 personnes et genre pour une personne pour le catering, un tel. On me demande alors tiens cet iPad tu choisis la musique que tu veux et tout. J'étais là je sais quoi, qu'est-ce qui se passe toi. Donc le shoot se passe hyper bien. Franchement c'était hyper cool. Puis il y avait une DA, tout un truc. Ça c'était It's all about the bank. C'est tout au niveau du ressort, etc. Voilà, etc. Ça se passe hyper bien. Je rentre le samedi à 18h et je repars le lendemain à 10h prendre l'avion pour les championnats du monde. Ça se fait pas ça normalement. Il me dit normalement un athlète. Chez toi tu dors. Ouais, un athlète il fait pas ça. Enfin, tu vois, un athlète qui bosse avec son agent, elle fait deal, elle dit pas. Moi j'ai dit à personne, rien à mes entraîneurs et tout. Je vais au championnat du monde. Tac, je fais mon truc et tout. Bam, champion du monde. Champion du monde individuel.
Ah ouais, ok, t'avais bien fait d'aller la shooter de la campagne. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, j'apprends que, en fait, ça a été un peu compliqué mon entrée dans cette campagne parce qu'en fait, j'étais pas athlète Nike. Ouais. Et du coup, le pôle de la culture m'avait fait shooter cette campagne alors que j'étais pas signé chez Nike, et ça avait créé des petites dissensions en interne parce qu'il y avait des athlètes qui étaient vraiment signés, donc qui sont faits pour faire ces campagnes, tu vois. Et en fait, le fait que je sois champion du monde, ça rend tout ça hyper legit, tu vois. J'étais très content de leur move, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, parce qu'au final, Félix Abdou, qui commence à bosser, sont devenus des potes, tu vois, des vrais potes. Genre, ils étaient à mon mariage l'an dernier et tout. Enfin, c'est vraiment devenu la famille maintenant. Donc, tu vois, j'étais content. Pour le coup, c'est la famille. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais content que, voilà, qu'ils aient pas, entre guillemets, des emmerdes au taf à cause de moi, tu vois. Donc, ça, c'était cool. Et en plus, entre-temps, quand on est allé à Londres, donc avant que je sois champion du monde, ils me disent en fait, on a revu le truc, en fait, on pensait que ça allait être juste un shoot et tout pour Foot Locker quoi, mais finalement, on va faire. En fait, ils ont poussé le truc. Donc, il y avait un shoot en septembre après où c'était Antidote Magazine, et en fait il y avait plein de trucs. Donc en fait pendant 2 semaines il y avait de l'affichage sauvage, j'étais sur Foot Locker, Antidote Magazine, interviewé par Bouscapé, enfin c'était de la visibilité, c'était huge, tu vois. Et le fait que j'étais champion du monde, ça a vraiment aidé à faire effet boule de neige. Donc voilà. Et du coup pour moi c'était un peu la suite logique, c'est que j'allais être signé chez Nike et tout, voilà. Et en fait là on est en 2019 et 2020, 2021, même je deviens champion olympique, rien, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que le fait que je sois rentré par la petite porte, mauvaise porte en tout cas, je pense que j'ai été je suis pas blacklisté, tu vois, mais je pense que ça fait en sorte que je pouvais pas rentrer. Bon, en fait, non, je suis un menteur. En fait, juste que peut-être que ça se serait fait, mais il y a eu le Covid. Ah ouais. Ouais, et Nike, ils ont fait un gros coup de ménage. On les a pas vus pendant longtemps, Nike. C'est ça. Vrai. Du coup, ça a touché. Je pense que peut-être que c'était. Mais parce que il y a d'autres streamers qui sont des athlètes Nike ou pas ? Français, non. Ouais, tu vois, c'est que. Il y a peut-être un truc aussi là-dessus. Ouais, français, non. Mais comme quoi, tout arrive toujours à point qui sait attendre, c'est que. Là, j'ai signé avec Nike en octobre dernier, là. En octobre 2022. Donc, du coup, ça c'est cool. Je suis enfin. Ça c'est fait, au final. Légitimement. Trop bien. Officiel, ouais. Et donc à côté, tu développes tous les trucs extra sportifs à fond, du coup. Ouais, c'est ça. Mais comment dire, je le fais pas. Ça se fait de façon assez naturelle. Enfin, je me dis pas, j'ai besoin d'un truc à côté pour nanana. En fait, je me mets à faire de la photo et je commence à kiffer ça. Et puis là, il se pose le Covid, du coup, t'as du temps, je regarde mes anciennes photos et tout. Puis je vois des photos de Tokyo et je vois qu'il y a une certaine cohérence sur cette série. Je me dis, putain, ce serait cool d'en faire un livre, tu vois, ou une expo. Je me dis, Et entre-temps, le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter, on a tous été impactés de près ou de loin. Moi, je sais que ce qui m'a un peu interloqué, c'est la façon dont ça a été traité en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas du tout une société qui est basée sur le communautarisme. Nous, c'est le vivre ensemble, c'est pas la communauté latino, noire, blanche, etc. Mais en fait, pour moi, il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits avec la répression policière, etc. Enfin, bref. Et pour moi, je trouverais ça cool que ça vienne en France, parce que pour moi, ça allait être quelque chose qui allait unifier la population. Mais moi, je me suis mis à avoir des conversations sur les races avec des potes à moi avec qui on n'avait jamais eu ces discussions. Toi, pour moi, c'était cool parce que ça ouvrait le dialogue. Donc pour moi, dès qu'il y a du dialogue, ça veut dire que les gens cherchent à s'éduquer, toi. Et au final, c'est quelque chose qui s'est retrouvé être plus clivant que fédérateur. Et j'ai pas trop apprécié ça. Et après, je me suis tourné vers ma discipline, tu vois. Je me suis dit, mais attends, je suis champion du monde en titre d'une discipline qui dans l'imaginaire commun, majoritairement blanche, réservée à une certaine élite. En fait, je me suis dit, mais attends, soit je ferme les yeux et j'étais victime de discrimination, soit au contraire, en fait, au sein des équipes de France d'escrime, peu importe nos origines, en fait, c'est le vivre ensemble qui prône, tu vois. Et en vrai, la réalité, c'est que c'est ça, c'est qu'en équipe de France d'escrime, il y a des gens qui viennent de partout, de toutes les origines ethniques, sociales, et voilà, et en fait, on vit ensemble, mais la question de la peau, du niveau de vie, n'est même pas un sujet, en fait. C'est parce qu'on est tellement unis par quelque chose de plus grand que nous, savoir la quête de médaille, que on fonctionne très bien, tu vois. Et en fait,
J'ai jamais été quelqu'un de très frontal, moi. Je me suis jamais tapé de ma vie. Enfin, je crois que j'ai jamais insulté quelqu'un que je connaissais pas. Enfin, toi, ouais. T'as de la chance. T'es pas un mec de l'embrouille. Ouais, non, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'à ma petite échelle, il n'y a pas quelque chose à faire, tu vois? Et je me suis dit, je bénéficie de ce moyen d'expression qu'est la photographie. Donc en fait, j'ai shooté une série de portraits de mes coéquipiers, une vingtaine, sans distinction d'âge, de couleur, etc. J'ai tiré une série photo que j'appelais Behind the Mask. Et je me suis dit, je vais faire une expo. Et après, je me dis, attends, une expo, revois-toi, il y a à 19-20 ans, rentrer dans une galerie d'art, enfin, c'était un truc que tu pensais ne pas être réservé à toi. Donc là, tu vas faire encore quelque chose de clivant, tu vois. Je me suis dit, écoute, je vais faire un truc qui est en moi qui peut être accessible à tout le monde, un livre. Ah, cool. Comment on fait un livre? Tuto. Du coup, j'ai appris à utiliser InDesign. Ah, tu l'as fait carrément. Je l'ai fait, ouais. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Ah oui. En fait, je me suis dit, est-ce que j'appelle maison d'édition et tout? Je me suis dit, vas-y. Parce que j'ai envie, parce que j'ai une certaine appétence pour les livres d'art. Je sais pas, avec qui ils vont avoir. Je sais pas, entre 150 et 180 à la maison, des livres photos, des livres d'art. Et j'aime beaucoup l'objet. Toi, la couverture, la toile, la page de carte. C'est hyper beau la façon dont c'est conçu par rapport à ce qu'il y a dedans. Enfin, je trouve ça m'a toujours hypnotisé. Du coup, j'ai vraiment un très fort rapport avec les livres d'art, mais je voulais faire un bel ouvrage. Je me suis dit, vas-y, tu vas aller voir une maison d'édition, t'es personne dans la photo, ils vont te mettre des contraintes, tu seras pas content de. Enfin, puis ça se trouve, t'es pas sûr de trouver. Donc, je me suis dit, tu fais. En fait, il y a une punchline d'Orelsan qui m'anime vraiment, c'est si t'as envie de faire un film, t'as juste besoin d'avoir un truc qui filme. J'ai un ordinateur, j'ai un logiciel, vas-y, let's go. Donc je fais ma maquette, j'apprends à utiliser InDesign, alors que moi j'ai aucune formation sur ça. Je fais des recherches sur mon sport. Et du coup, en parlant je me suis intéressé à l'histoire, pourquoi c'était un sport élitiste. Ensuite, j'ai appris que, en fait, il y a les femmes qui sont arrivées, par exemple le sabre, une autre arme de mon sport, ils sont arrivés aux Jeux Olympiques en 2004, alors que le fleuret c'est depuis 1896. Ouais, il y a pris des trucs de fou, tu vois. Donc, à partir de ça, il y a aussi la place de la femme dans les escrimes. Enfin, il y a pas mal de trucs que j'ai un peu recoupé. Donc, c'est majoritairement un livre de photos, mais il y a quelques écrits pour parler un peu du contexte d'histoire. Exactement, c'est ça. Trop bien. Donc j'ai fait ça. Mais du coup, tu le produis tout seul, tu l'imprimes seul. J'appelle l'imprimerie. C'est coûteux quand même, ça. Ouais, si tu d'ailleurs, SO David Bellion, Julien Soulier, j'ai pris l'imprimeur de sport-études. Ouais, très sympa. Donc je les appelle, et puis j'ai eu de la chance, je suis tombé sur quelqu'un de trop cool, un commercial là-bas qui a compris que je venais pas du tout de ce milieu, qui m'a pas du tout snobé, qui était hyper cool. Genre, j'envoie ma maquette finale, il dit Monsieur Lefort, il manque les fonds de coupe, les traits de coupe, les fonds perdus, etc. C'est quoi? YouTube, Google, ouais, en autodidacte à fond, quoi. Mais par contre, c'était cool parce que je suis allé chercher mon papier, la couverture à l'intérieur, et puis même pour la communication aussi. En fait, la communication, c'était ma plateforme Instagram, c'était mes réseaux sociaux. Donc, ils m'ont ouvert les portes de l'imprimerie. Je suis allé, j'ai pris des vidéos. Ils m'ont ouvert les volets de l'imprimerie. Je voyais les feuilles passer. Je prenais des vidéos. Ensuite, j'ai fait toute une communication autour. Tu vois, genre, je faisais des montages. Ouais, c'est ça. Ouais, le bon tiré, exactement. Le bon tiré, c'est le premier exemplaire que tu reçois. Enfin, franchement, c'était trop cool. Et entre-temps, il y avait une proposition de la Montgolfière d'exposer chez eux. Okay, pour que ceux qui ne sont pas de Paris, la Montgolfière, c'est une salle de sport assez cool dans le centre de Paris. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est que j'avais pris en photo j'ai shooté une campagne avec un ami à moi qui s'appelle Florent Coltès, qui a une marque qui s'appelle Coltès. Et c'est pareil, c'était après le confinement. Je lui avais dit, ouais, j'aimerais bien shooter avec toi et tout. Franchement, vas-y, c'est un moment où ouais, lui aussi se pose pas de questions par rapport à la marque. En fait, on allait tous les deux. C'était lui le mannequin, on a pris des fringues, on allait shooter dans Bois de Vincennes. J'ai fait toute une DA avec un drap blanc autour en fond et tout. Et c'était mon premier vrai shoot pro. Et il avait tellement kiffé que les photos qu'il les avait exposées dans son magasin. Et il y a une fille qui s'appelle Océane qui bossait à la communication, qui avait vu ça dans les stories de Kitty et qui a dit mais si Enzo veut exposer à la Montgolfière, franchement avec plaisir, parce qu'ils font des événements culturels une fois par mois, des expositions et comme ça. Et je lui ai dit écoute, ça tombe bien, j'ai ça, hein. Et finalement ça s'est fait. Donc j'ai construit cette exposition avec eux. Et aussi il faut savoir que j'ai tout payé, j'ai tout investi. Ah ouais. Donc j'ai payé les tirages des photos pour l'exposition, j'ai tiré le livre et mon business plan c'était d'être à zéro. Donc en fait je m'étais dit j'ai imprimé 250 livres et si j'en vendais 220 j'étais remboursé. Ouais, c'est un petit pari quand même. C'est un pari. C'est ça. Mais du coup pendant un mois avant je teasais, j'ai fait ma communication, j'avais sorti le livre juste avant Noël. Pour les escrimeurs c'était un beau cadeau et tout. Et je crois que le premier jour on est vendu 60. Et
il faut savoir que j'ai envoyé tout aussi. T'as dit quoi? J'ai envoyé tout. Ouais. Donc le premier jour, j'ai passé faire les enveloppes, écrire les adresses et voilà, tout. exactement, c'est sur Colissimo, j'étais là. C'est pas le dropshipping là. Ah ouais, j'imprimais les trucs et tout. J'allais à la poste tous les jours avec les gros 50 livres sous le je te jure. Bien entendu, il y a eu des erreurs, hein. Enfin bref. Ouais. Et bon, c'est pas grave, j'apprenais. Et puis aussi, il a fait des trucs dédicacés. Enfin bref, je m'étais pas du tout facilité la tâche, ouais. Mais c'est ça, c'est le côté un peu artisanal du projet qui fait son charme aussi. Totalement, ouais. Et puis, on devait exposer en janvier 2021 à la Montgolfière. Second confinement, tout ça, couvre-feu, pas possible. C'est pas grave. Du coup, c'est programmé pour septembre. Pardon. Pour septembre 2021. Et entre-temps, je suis champion olympique. Ouais, ça il dit oups. Ouais, parce qu'en même temps, il y a tout l'escrime qui continue, quoi. Voilà, c'est ça, parce que tout s'arrête. Mais et le kiné, ça s'arrête, ça, par contre. Non, j'étais diplômé, c'est vrai. J'étais diplômé en 2018. Ah ouais. Purée, t'as pas rigolé, hein. Ouais, je me suis accroché tant bien que mal parce que c'était compliqué. Mais c'est un truc que tu pratiques ou pas du tout? C'est juste t'as le diplôme en poche. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Okay. Mais après, c'est un petit backup, c'est sympa, hein. C'est toujours bien. Ouais, et puis après, il y a pas mal de trucs à mettre en relation. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme en 2018. Du coup, à partir de 2018, je suis sportif pro. Parce qu'entre temps, je commençais à bien gagner ma vie. On va dire, mon club, j'avais genre. C'était quoi, 2000 euros par mois de mon club. Avec l'armée, j'avais l'armée, en fait, je remets le contexte, hein, je suis sergent de l'armée de l'air. Ok. Pour quelle raison? Parce que je fais du sport. En gros, en 2015, je suis entré dans l'armée. Ils ont un contingent qui s'appelle l'armée de champions. C'est que ce sont que des sportifs. Et ils nous aident. Donc c'est un SPIC par mois. C'est une solde, quoi, des militaires, parce qu'ils parlent du principe que les sportifs, comme les militaires, défendent les valeurs de la France à l'international. Je savais pas du tout ça. Pour les petits sportifs comme moi, c'est genre énorme, parce que c'est bête. C'est un petit coussin, quoi. Grâce à ça, déjà, je cotise. Tout simplement. Ah ouais. Je cotise, j'ai une sécurité sociale. Enfin, tu vois, rien que ça, c'est hyper important, tu vois. Donc voilà, toi, donc je gagne, je sais pas, 3500, 4000 balles par mois. Peut-être avec les primes, donc toi, ça commence à être cool, tu vois. Donc je suis sportif pro en 2018. Et du coup, je peux faire que de l'escrime et des trucs qui me font kiffer, genre je sais pas, entre des entraînements, j'allais au resto, j'allais faire des expos, faire du shopping, enfin je kiffe ma vie, tu vois. Et en 2019 je suis champion du monde, tu vois. Donc je pense qu'il y a, et puis aussi ce truc de sécurité où genre si tout s'arrête le jour au lendemain, je sais que j'ai ce diplôme de kiné. Bah oui, enfin, je sais que je me retrouve pas sans rien, je dois pas courir pour faire une formation ou quoi pour travailler. C'est un bagage, quoi. Exactement. Donc je pense pas que je travaillerai en tant que kiné, mais on sait jamais. On sait jamais, ça c'est la sécurité. Et puis surtout il y aura toujours besoin de kiné. Ouais, avec la population vieillissante, tout ça. C'est des connaissances qui sont utiles pour un sportif aussi, en vrai. Ouais, totalement. La perception, la compréhension de son corps, c'est hyper important. Bah ouais. Donc donc champion olympique en 2021. En juin 2021, il y a un deuxième livre qui sort que pareil j'auto-édite. Et là, je me fais plaisir, c'est-à-dire que je fais 400 exemplaires. Et là, je me fais une belle couverture en tissu, en toile jaune et tout. Et c'est un livre d'archi. Enfin, un livre d'archi, c'est que des photos d'architecture. C'est sur Tokyo, des photos que j'ai prises à Tokyo en décembre 2019. Que des photos de bâtiments. En fait, t'as l'impression que Tokyo est désert. Et en fait, j'ai fait un truc où je me suis mis à faire des tirages argentiques, tu sais, où tu vas dans un labo et en fait t'as un agrandisseur et tu mets toi-même à tirer toi-même tes propres photos. Ah ouais, mais toi dès que tu rentres dans un truc tu vas aller jusqu'au bout, quoi. C'est pas en fait c'est ouf, mais j'ai découvert ça et c'est genre c'est hypnotisant. Tu vas là-dedans et j'ai jamais été quelqu'un d'obsessionnel, mais avec ça je pense que c'est peut-être le truc qui me fait un peu perdre la notion du temps. Tu rentres dans le truc. Et parfois je me retrouvais à faire des sessions de 8 heures sans manger. J'étais là, je vais dans le truc, je mets ton négatif, t'as la lumière qui passe, tu vois la photo apparaître, tu règles le focus, tu fais les réglages de lumière, si tu vas dans la chambre noire, tu vois la photo sortir, tu vois qu'il faut faire des rectifications. C'est le côté labo un peu. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, j'étais encore blessé, je pouvais pas m'entraîner et ça m'a grave aidé. Parce qu'on est en juin 2021, il y a les Jeux Olympiques, je vois que je peux pas m'entraîner genre comme je le voudrais, je vois que je dois progresser et tout, je vois que. Et puis genre je suis pas en dépression, toi, mais un peu down. T'es touché, ouais, quoi. je suis down. Il y a des trucs où j'ai du mal à sortir de mon lit le matin et tout. Genre j'ai rien envie de faire. Je me dis vas-y, juste celui qui va sortir. Du coup j'ai fait un truc genre de communication où genre je me disais, je faisais un pack livre plus photo plus tirage argentique, numéroté signé. Enfin j'en avais 4 je crois par tirage. J'ai pris 6 ou 7 photos, non j'ai pris 10 photos.
À chaque fois, il y en avait deux, et voilà, les gens choisissaient. Et du coup, j'allais au labo pendant 2 semaines, j'allais 2-3 fois par semaine, et puis je me faisais des sessions, je tirais mes photos et tout, donc c'était trop cool. Et du coup, j'ai sorti le livre, il y a eu des délais de production, et en fait, le livre est sorti genre 3 jours avant que je parte aux Jeux Olympiques, et j'ai pas trop communiqué dessus. Parce que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, si tu te foires au jeu, on va te dire, celui-là, il aurait mieux fait d'aller s'entraîner plutôt que de faire des livres de photos. Donc, j'ai communiqué uniquement sur Insta et j'ai pas trop poussé le truc. Mais j'étais très content de l'objet. Enfin, pour moi, c'est mon plus beau livre photo parce que je l'ai fait tout seul et je trouve qu'il est beau, tu vois. Et après, on va à Tokyo, champion olympique. Là, je prends plein de photos parce qu'on est en zonzon carrément, parce que Covid, donc on va à l'hôtel pendant une semaine, on peut faire que hôtel, entraînement, hôtel, village olympique, c'est pareil, village olympique, entraînement, village olympique, compétition, village olympique, que ça. Du coup, il n'y a pas de café dans le village. C'est ça, il n'y a pas de shopping dans Tokyo et tout. Du coup là, je prends beaucoup de photos dans le village, à l'hôtel, tout ça. Champion olympique, on rentre, l'expo à la Montgolfière, du coup ça fait pas mal de bruit vu que je suis champion olympique, j'ai encore un peu ce truc sur lequel on surfe. Et là, le vernissage, genre il y avait une foule, enfin il y avait vraiment énormément de monde, beaucoup de médias. Je sais pas, il y avait genre 4 ou 5 télés, il y avait de la radio, journalistes et tout. Ah ouais, c'est ouf. Et le truc où je me suis dit waouh, c'est que 3 semaines après, je vois un papier sur Canal+, les expos à ne pas rater en septembre. Et c'était une journaliste qui m'a même pas contacté, qui était allée vraiment faire l'expo toute seule. Et genre, elle écrit des termes hyper élogieux sur mon travail photographique et les exploits ne pas louper. Donc il y avait Georgia O'Keeffe à Pompidou, un tel à la Fondation Louis Vuitton, un tel nanana, et Enzo Lefort à la Montgolfière. Wow. Et là, je me suis pris un petit symbole de l'imposteur, un petit syndrome de l'imposteur quand même. Je me suis dit, wow, c'est pas possible ce qui se passe, tu vois. Mais bon, c'est cool parce que ça me met une vraie crédibilité, tu vois, une vraie crédibilité en tant que photographe. Donc ça c'est cool, je suis très content. Et puis après, de fil en aiguille, je commence à taffer sur mon dernier livre photo en date, Olympique Backstage, sur les photos que j'ai prises. Et là, je me suis dit, ok, t'as 500 et quelques photos. Tu peux le faire tout seul, mais ça sera beaucoup de travail et tu feras pas aussi bien que si tu t'épaules. Et du coup, j'ai appelé mon pote, qui s'appelle Steven Alexis. Je sais pas si vous connaissez. Il avait Apple Core à l'époque. Ah oui, bien sûr. Avec Moriba, du coup. Voilà, avec Moriba, qui était invité d'ailleurs à écouter l'épisode avec Moriba. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et du coup, j'ai écouté l'épisode avec Moriba, c'était vachement cool. Et donc, je travaille avec Steven, qui est directeur artistique, qui a son studio de création maintenant. Et je lui dis voilà, frérot, j'ai ça, j'aimerais en faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Du coup, il a fait toute la DA, on a fait la DA ensemble, on a construit l'objet vraiment ensemble, on l'a fait vraiment à 50%, tu vois. Et on l'a fait avec la maison d'édition qui s'appelle Fisheye Magazine. Ok. Ouais, bien sûr. Donc là, j'étais plus tout seul. La maison d'édition, Steven, il y avait des graphistes, etc. Lydia de chez Fisheye. Il y avait tout un. T'as passé un step là aussi, pour le coup. Il y a tout un concept dans la mise en page, il y a il y a des papiers de photos et papiers transparents. J'ai écrit des petits haïkus pour faire ressentir les émotions que je ressentais. Il y avait la playlist que j'écoutais à Tokyo. Il y a des photos 3D de mon équipement d'escrime. Il y a NJ Saint-Ange, qui est un illustrateur, qui a fait un roman graphique sur le thème spin olympique. Il y a Anaya Howard, qui est une artiste qui a fait des portraits de mes coéquipiers. Enfin, il y a vraiment. Ouais, c'est un bel objet, vraiment. C'est un bel objet. Il y a pas mal de choses différentes, tu vois. Trop stylé. Et après, pour sortir, pareil, on a fait un pop-up qui a duré 24 heures où on a juste pris une petite galerie dans le Marais, un petit showroom, on a mis des étagères sur tous les trucs et en fait on a mis plein de livres partout et en fait les gens qui avaient pris en précommande venaient, ils choisissaient le livre qu'ils prenaient et les gens venaient, on a fait une petite teuf voilà, pendant 3-4 heures le soir. On a eu des problèmes de tapage nocturne, c'est un événement à Paris, quoi. C'est le jeu. Ouais, c'est ça, mais c'était trop cool. Et encore une fois, pareil, ça arrive à un moment où c'est un peu lunaire parce que ça arrive à un moment où je suis encore blessé. J'ai loupé les championnats d'Europe l'an dernier, donc je suis blessé. Et là, je suis down parce que c'est relou, je loupé les championnats d'Europe. Et le fait d'avoir ça, ça me tient, tu vois, bien dans la tête. Donc j'ai fait cet event le jeudi et le samedi, je me mariais. Arrête. Ah ouais, t'as tout fait dans la même semaine. J'ai tout fait dans la même semaine. C'est ça. Trop bien. Donc j'avais tellement de trucs organisés qu'en fait, je pensais même pas à l'escrime, tu vois. Ouais.
Et j'ai pu reprendre l'entraînement 2 semaines avant les championnats du monde. Et encore une fois, j'étais tellement épanoui, bien dans ma vie, que je regagne les championnats du monde une deuxième fois d'affilée. C'est vraiment ta recette. C'est ça. Ah ouais, c'est ouf. Et voilà. Et puis on voulait exposer ces photos au 35-37. On voulait faire une exposition immersive, donc photos, exposer des objets et tout. Ouais. Et en mars 2022, du coup, on avait visité le 35-37 et tout. Finalement, on n'avait pas donné suite. Je pense que le projet était peut-être trop petit, ça n'intéressait pas et tout. Bon, c'est pas grave. Et là, c'est drôle parce qu'en mars 2023, donc là, il y a un mois, j'ai exposé ces photos 35-37 dans le cadre du Air Max Day avec Nike. Trop bien. Tu vois, allez, une boucle qui se refait. Exactement. Donc ouais, il y a pas mal de petits trucs, de petites coïncidences un peu marrantes dans ma vie comme ça. Non, c'est trop stylé. Et si on revient un petit peu à ton rapport à la mode et aux vêtements, tu disais que du coup, quand tu arrivais à Paris, c'était vraiment encore dans l'inspiration hip-hop, etc. Là, tu parlais plus récemment quand tu as commencé à avoir un peu d'argent et un peu de temps de loisir, que le shopping, ça faisait partie de tes occupations. C'est quoi, du coup, comment il a évolué ton rapport à la SAP? Kitsy. Ah là là, la grande influence. C'est ça, exactement. Toujours une femme. Ouais, déjà, c'est Kitsy qui m'a emmené pour la première fois dans ma boutique de luxe. C'est pas pour moi, c'était genre, mais je vais pas aller là, j'ai pas ma place, tu vois. Elle me dit, mais non, mais en fait, tu vas et tout. Et puis, tu sais, c'est des vêtements, et puis tu verras le service et tout. Et puis, c'est vrai que, un vendeur d'une boutique de luxe, c'est pas un vendeur d'une marque de fast fashion, tu vois. Donc, commence à y aller un peu. Mon premier objet luxe, c'était un sac à main Prada. Okay. Un sac à main Prada. Bonne référence. Voilà. Et après, mon premier vrai beau cadeau que je me suis fait, c'est un sac Louis V. Ouais. Un sac, le puzzle bag. Ouais. Voilà, mon cadeau de mes 30 ans. Ok. C'est nice. Voilà, c'est ça. Et trop puis sympa. après, c'est vrai que maintenant, mon profil a évolué. J'ai pas mal de gifting et tout. Ouais. Donc j'achète moins de vêtements. Donc du coup, mon rapport aussi à un moment donné, je consommais beaucoup. J'ai beaucoup d'achats compulsifs, genre c'est de la pièce qu'il me faut et tout. Et maintenant, depuis 2-3 ans, je réfléchis, puis je réfléchis à acheter des pièces pardon. Je réfléchis à acheter des pièces intemporelles. Ouais. Je me dis, j'en ai marre d'acheter des pièces que je vais porter 1-2 fois ou que je vais porter une saison. Enfin, mon style vestimentaire a changé. J'essaie d'avoir des pièces qui me feront, que je paye peut-être plus cher, mais qui durent dans le temps. Qui dureront dans le temps. Ouais. Voilà. Et puis il y a les premières Fashion Week. Ouais. Mon premier défilé, c'était, alors ça pareil, c'est tombé, mais j'étais invité au défilé Jacques Mus en janvier 2019. Ok. Non, janvier 2020. Non, janvier 2019. Non, bref, je sais pas, janvier 2019, je crois. Et encore une fois, j'ai reçu un message sur ma page Facebook athlète. C'était même pas par Instagram. Enfin, un truc. En plus, la page, je vais la checker une fois toutes les 2 semaines, donc je suis tombé un peu par hasard dessus. Et je crois que c'était Lucien Pagès d'ailleurs. Sur Facebook? Ouais, sur Facebook. Ça, j'avoue, moi j'aurais cru au prank, parce que Facebook, c'est quand même. C'est ouf, mais du coup, on me donne des trucs et on me donne les places et tout, l'invitation. Oui, j'y vais et tout. Bon, j'arrive et tout. J'y vais solo. Je m'habille un peu en conséquence. Tu vois, je me souviens, j'avais un grand manteau bleu Y3 avec des chocs. Et puis là, je vois Damso, je vois des trucs et tout. Enfin bref, le défilé est hyper beau. C'était celui où il y avait Bella et Gigi qui étaient avec le air flip là. C'était ça ou pas? Ah non, c'est le premier, celui qui est à Bercy. Non, il était au truc la U Arena. Oui, U Arena, pardon. Oui, U Arena, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la U Arena. Et moi, je découvre. Et en fait, au-delà du vêtement, moi, ce que je découvre, c'est tout l'univers, c'est de la beauté en fait du spectacle, quoi. C'était hyper beau. J'ai pris des photos, la lumière était trop belle. Enfin, j'ai kiffé. Et puis après, j'ai été invité plusieurs fois au show études, mais à chaque fois je pouvais pas parce que j'étais en compétition. Et après, je suis rentré dans la famille Hermès. Ouais, ça c'est plus récent, non? C'est très récent. Ouais. Ça date de 2022. De l'an dernier. Ouais. Et encore une fois, c'est drôle parce que je suis rentré par la photographie. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est pour shooter le saut Hermès. Du coup, une discipline sportive vue par un photographe qui fait du sport. Et en fait, c'est hyper malin ça de leur part. Ouais, carrément. Et en fait, du coup, j'ai rencontré les RP de là-bas. C'est mon rêve d'aller au saut d'Hermès. C'est hyper beau, c'est trop beau. Je trouve ça tellement beau. Et en fait, je pense qu'elles ont vite compris que j'avais une certaine appétence pour le vêtement. Et puis, c'est bête, mais à
depuis ce fameux shoot Uniqlo, j'étais pour la première fois en relation avec DRP, je commençais à comprendre son langage, tu vois. Il y a quand même du chemin entre temps. Oui, voilà, c'est ça, tu vois, on parlait la même langue en fait. Et de fil en aiguille, je shootais au Soir Metz. Là, c'était un peu pression parce que je shootais le Soir Metz pour l'équipe magazine. Donc une vraie commande, tu vois. Donc, et à l'argentique. Ouais, donc tu vois, t'as pas trop le droit à l'erreur. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'était une carte blanche. Donc en fait, j'ai pas essayé de faire de la photographie de sport pur et dur. J'ai fait ce que je kiffais. Donc des trucs un peu épurés, décalés, etc. Voilà, pour tout l'univers. Et ils ont kiffé. Je me souviendrai toujours, j'ai livré mes photos. Et 2 jours après, je reçois un appel de numéro que je connais pas. J'appelle et tout. Ils entendent, oui, j'ai oublié son prénom, mais je suis le DA du magazine L'équipe et tout. Et désolé, j'ai réussi à trouver ton numéro, mais je tenais vraiment à te féliciter pour tes photos et tout. En fait, je sentais qu'il était étonné. Mais ce que je comprends, parce que des artistes photographes, il y en a, enfin des sportifs photographes, il y en a plein. Et ils ont dû dire encore un mec qui est pistonné, qui est champion de ci, de quoi, qui fait de la photo entre guillemets. Et moi, Elle sait pas que tu es devenu complètement obsesse. Et après, en fait, que tu tires toi-même ton truc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le jeu, dans le sens où je suis conscient que on fait appel à moi beaucoup parce que je suis athlète, donc j'ai une communauté, une certaine lumière sur moi, je fais de la photo, donc c'est cool, mais pour moi je le prends un peu comme un challenge. Vous faites appel à moi parce que je suis athlète, mais vous avez envie de travailler avec moi par la suite parce que vous allez voir que je suis legit en photographie. Donc je le prends tout comme un challenge, tu vois. Et du coup là j'ai envie de dire que c'était job done, quoi. Il y a quand même une grosse évolution, tu vois, sur la gestion de ton image et tout. Comment est-ce que tu as abordé ça ? Est-ce que tu t'es mis une direction en tête ? Tu t'es dit, ok, je vais dans ce sens-là, je vais aller vers plus en plus de luxe, ou alors des marques qui me correspondent vraiment, tu vois ? Ou c'était quoi la vision pour ça ? Ouais, la vision, c'était qu'on comprenne que je suis un sportif, que je fais de la photographie, que j'ai une appétence pour la mode. Et pour la mode, du coup, je postais des looks, qui se rapprochaient des marques avec lesquelles je voulais travailler. Donc, plus je grandissais, plus ça tirait vers le luxe, effectivement, ouais. Mais du coup, c'était mon Insta, c'est vraiment un truc. C'est mon Insta perso, tu vois, c'est moi qui le gère. Mais c'est aussi un petit travail, on va pas se mentir. Bien sûr. Donc en fait, moi, par exemple, mon Insta, je fais en sorte que sur les 3 grilles, on comprenne que je fais de l'escrime, que j'aime la mode et que je fais de la photographie, tout simplement, à chaque fois. T'as toujours ce triptyque-là que t'essayes de mettre en avant. C'est ça. Donc en fait, quand tu tombes sur ma page Insta, si bien fait mon taf, tu captes ça tout de suite, Ouais, t'as défini ton ADN de manière assez claire et visible pour qu'on vienne te chercher pour un de ces 3 trucs et ensuite tu transformes, quoi. Ouais, en fait, j'ai compris que il faut que les marques voient sous quelles aspérités elles peuvent travailler avec toi, en fait. Ouais, il faut que ça saute aux yeux. Ok. Comment c'est perçu par l'univers du sport, ça ? Alors j'ai toujours été un peu un outsider dans le sens où quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode, bien sûr, en fait, je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode, pour moi il fallait que chaque pièce, qu'elle se voit, tu vois. Ouais. On parlait de ça avec David, du coup, si t'as écouté son épisode, il racontait exactement la même chose, qui se pointait avec des looks complètement farfelus parce que tu vois, il fallait sortir du lot, quoi. Exactement. Donc, du coup, mes potes, quand j'arrivais dans le vestiaire, ils disaient, ouais, qu'est-ce que t'as encore fait et tout. Mais moi, que ça me plaisait, tu vois, mais c'était pas sous-tête de ma gueule, mais gentiment. Bien sûr. Mais non, c'est assez bien perçu. Franchement, c'est un milieu assez bienveillant. Et puis, les gens comprennent aussi que c'est du taf aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, faire de la photographie, préparer des expos, faire des bouquins, c'est quand même du taf, quoi. Oui, parce que toi, ça s'est traduit très rapidement en des choses hyper concrètes, en fait. Ouais, carrément. Donc non, les gens sont plutôt cool. Et puis après aussi, je pense pas être prétentieux, je renvoie pas ma réussite au regard des autres. Et puis surtout, dès que je peux essayer de faire croquer mes potes, je le fais, tu vois. C'est trop bien, ça. C'est le système des cercles vertueux, on essaie de monter ensemble. Ouais, bien sûr. T'as d'autres projets dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu. Je sais que t'as un projet de BD qui est sorti là, du coup. Quand on en a parlé la dernière fois, c'était en cours, mais là c'est sorti. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors c'est un manga qui s'appelle en toute humilité Enzo. Voilà, c'est moi. C'est ça. Mais ouais, en fait, encore une fois, c'est les Jeux Olympiques. Au sortir des Jeux Olympiques, il y a une maison d'édition qui m'appelle, qui me dit on a vu ton parcours de vie. Est-ce que ça te chauffe de faire une BD ? Je dis ouais, ça me chauffe, à une seule condition, c'est de pas faire un truc en mode ego trip, tu vois. Je vais pas faire un truc centré à ma gloire. Super-héros, genre Marvel de l'escrime. Ça, non, tu vois. Mais juste que, en toute humilité, à travers mon parcours de vie, je pense qu'il y a des valeurs
qui se dégagent et qui peuvent être utiles à la jeune génération de sportifs. Tu vois, par exemple, le fait que j'ai jamais été élevé pour être un champion, que je sois parti de chez moi relativement jeune, que j'ai eu des coups de moins bien dans ma carrière, que j'ai besoin de moi de faire d'autres choses dans ma vie pour être épanoui, tout ce genre de choses. Ouais, t'as voulu montrer de la vulnérabilité quand même. Exactement. En fait, j'ai voulu montrer que fait, les athlètes sont de vraies personnes, tu vois. C'est des humains. Avec leur filière. Non, mais t'as raison, c'est bien, c'est hyper. Nous, en tout cas, c'est la vision qu'on a avec le podcast. Et si on invite les gens en leur disant, franchement, dis la vérité, c'est pas toujours rose la vie, tu vois. De ouf. Et c'est ça qui est inspirant aussi, en tout cas. Enfin, je sais pas, c'est pas nécessairement que ça, mais quand tu suis le parcours de quelqu'un, en fait, quand toi, t'es un peu down et tout, tu te dis, bon, en fait, il a eu des galères aussi et il s'en est sorti, du coup, ça t'inspire encore plus, c'est tu motivant, vois. Et donc du coup, je suis allé rencontrer les gens de cette maison d'édition qui sont en Bretagne. Ça s'appelle Black Elephant. Et là, je mets les pieds dans la voiture de Philippe et il me dit est-ce que ça te chauffe de faire manga plutôt? Là, je dis vas-y, j'en mets. Ok. Donc il m'a dit on fait un manga. Moi, je suis. T'avais la culture du manga? Oui, j'ai la culture. Je suis pas un fan, mais Naruto, Dragon Ball Z, Death Note. Enfin, j'ai lu pas mal de mangas. Et du coup, il me dit est-ce que t'es chaud de l'écrire? J'ai dit bah ouais, franchement, let's go. Quand j'étais au collège, j'écrivais un petit peu et tout. J'ai la prétention d'écrire des livres. Au bout de 12 pages, ça me saoulait, j'écrivais à la fin parce que j'étais pas assez patient, mais voilà, j'ai cette prétention. Mais t'avais le goût de la lecture et tout, c'est ce que tu disais. Ouais, exactement, je lisais énormément. Et du coup, pendant 3-4 mois, j'écris minimum 1 heure par jour, tu vois, je me mets une petite discipline, tu vois, j'écris et tout. Et c'est un métier d'écrire un scénario. Ouais, bah ouais, mais du coup, tu racontes ta vie, quoi, c'est un journal en fait. C'est ça, c'est un journal, mais sous la forme du manga, c'est-à-dire que. Ouais, faut le séparer par case. Vignette 1, tu fais les didascalies comme au théâtre, tu racontes, tu décris aussi, donc ça prend pas mal de temps. Ouais. J'envoie un scénario que je retravaille avec un co-scénariste donc, qui m'aide un peu à structurer le tout et présente plusieurs dessinateurs et finalement je choisis le trait d'une dessinatrice qui s'appelle Madana j'aimais beaucoup le trait et on construit le truc ça se fait en 9 mois ce qui est pas c'est long, hein, c'est des process longs. Mais qui reste quand même assez court pour un projet de telle envergure parce qu'elle était toute seule donc elle dessinait tous les jours aussi en rythme effréné. Et le projet sort en novembre dernier, donc 2022. Et pareil, on fait la soirée d'ouverture à la Montgolfière en famille, encore une fois. Trop bien. Et ça se passe bien. Je crois que je crois qu'on a vendu. Je crois qu'en 2 mois, on a dû vendre 4000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Sympa. Ouais, c'est cool. Après Noël, ça s'est un peu essoufflé pour être honnête, mais parce que moi j'ai plus trop eu le temps de communiquer dessus parce que j'ai eu d'autres actus et puis même en soi j'ai 27 000 abonnés sur Insta, je suis pas non plus l'influenceur de ouf, tu vois, je suis pas Lena Mafouf quoi. Mais c'est ce que j'allais te demander, j'ai quand même le sentiment que ta communauté elle est vachement engagée, non? On te suit dans tes projets, on s'implique et tout, tu vois. Ça par contre, je peux pas dire le contraire. Les gens m'envoient beaucoup de force parce que j'ai de la chance qu'ils trouvent cool ce que je fais, tu vois. Donc non, franchement, je suis assez content. J'essaie de leur rendre quand je le peux. Mais ouais, ce projet de manga, c'est cool. Et là, pour être honnête, on est vraiment dans des problématiques de voir comment on essaie de sortir le tome 2 parce que le tome 1 il a bien marché, mais la maison d'édition a engagé vachement de frais, payer un co-scénariste, payer une dessinatrice, et je crois qu'ils sont pas rentrés dans leurs frais, donc en fait il faudrait que le 2e tome soit limite sponsor, tu vois. Donc voilà, on est en plein dans ça, ouais. T'as laissé une petite porte d'ouverture sur le 1 pour malin. Ok, trop cool d'avoir parlé de ce format-là. Et juste pour terminer, sauf si t'as d'autres projets dont tu veux parler, parce que t'es vraiment couteau suisse à fond. Mais peut-être du podcast. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est bon. Dernier projet en cross marketing. T'as lancé un podcast récemment. Tu veux nous en parler un petit peu? C'est autour du sport, du coup. Mais vas-y. Exactement, c'est un podcast qui est axé autour du sport, mais plus centré au niveau du sportif. C'est un podcast qui cherche qui s'intéresse au rapport à l'échec chez les sportifs de haut niveau, mais surtout la façon dont ils rebondissent. Il s'appelle Le Rebond. Et en fait, à travers c'est sponsor G-Shock ou pas du coup? Ça aurait pu. Mais c'est comment dire, c'est montrer que les sportifs ce sont des êtres humains avant tout en fait, et que parfois il y a des échecs qui s'expliquent par autre chose que juste de la performance. Parfois, comme tout le monde, t'es un peu down, tu vois, et à travers les parcours de vie de plusieurs athlètes,
on a tous eu des échecs, des grosses désillusions qu'on a dû apprendre à gérer et on a dû trouver les ressources pour se remobiliser, pour toujours aller de l'avant. Et à travers le parcours de vie de ces athlètes, on montre que en fait, ce qui est important, c'est pas l'échec, en fait, c'est les leçons que tu en tires et la façon dont tu rebondis par la suite. Quoi. Et c'est cool parce que en tant que grand curieux, j'ai encore appris autre chose. Enfin, c'est con, mais c'est un travail de journaliste que ce que tu fais là. Toi, nous, on adore parce que vraiment, t'en apprends. Enfin, tu sais, moi, j'ai toujours été quand même de cet avis de dire en fait que toute conversation, si t'écoutes vraiment la personne qui est en face de toi, t'apprends quelque chose, tu vois. Et là, le podcast, c'est vraiment l'exemple type pour nous parce que t'as toujours des leçons de vie ou alors, tu sais, parfois ça ouvre ton regard sur d'autres choses ou les préjugés que tu peux avoir sur certains métiers, sur certaines personnes ou certains types de décisions, en fait, tu les comprends un petit peu mieux et tout. Donc c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu reçois que des sportifs de haut niveau. Ouais. Et toute discipline. Toute discipline, voilà. Le premier, j'ai fait Ladi Doucouré, ensuite j'ai fait qui fait du 110 mètres haies, qui fait du 110 mètres haies, Mathias Dandois, qui fait du BMX Flatland. Je connais pas ça. Ouais, tu vas voir, Mathias, il a un profil charmé. Enfin, je te recommande d'écouter cet épisode, c'est pas pour faire de. On fait de la pub aujourd'hui. En fait, je reprends le rôle de Nico, tu sais, je fais de la propagande. Grave. Mais, non, mais trop bien. Et en fait, j'ai comme objectif à moyen terme d'inviter des profils hors du sport parce que on n'a pas le monopole de l'échec et du rebond. Non, et en fait clair. tout un chacun subit des échecs et doit apprendre à s'en relever, quoi. Et c'est cool, du coup j'ai appris l'ingé son. Tu continues d'apprendre des choses. Ouais, je continue d'apprendre des choses. Et puis c'est cool de se documenter sur quelqu'un, de recevoir. Et puis moi j'ai quand même un angle assez précis, tu vois, donc faut que j'arrive à tenir mon invité un peu pour pas trop s'éparpiller, tu vois. Donc non, c'est grave intéressant. Et pareil, il y a toute l'économie autour du podcast. Enfin bref, qui se développe beaucoup. Hein. Nous, on est en plein. On est content d'avoir commencé tôt parce qu'on sent que là, il y a un vrai essor et un vrai intérêt pour ce format-là, quoi. Carrément. Donc trop bien. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose ? Il y a un sujet qui te tient à cœur peut-être ou quelque chose en particulier ? Non, sujet qui me tient à cœur, non. Il y a un truc dont je voulais parler tout à l'heure, c'est quand je parlais de le fait que j'étais rentré dans la famille Hermès et du coup par la suite j'allais au défilé Hermès et du coup j'ai fait j'ai fait un défilé Hermès, après j'en ai fait un et puis là j'ai fait ma première vraie Fashion Week en janvier là et c'était quelque chose, hein. J'ai fait genre t'as enchaîné plus de choses, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça, j'ai fait je me souviens plus, mais je fais entre 8 et 10 défilés. Ok. T'as le rythme de la Fashion Week un peu effréné, de courir d'un chemin. C'est surtout que j'avais entraînement. Aïe. J'avais une semaine d'entraînement et 8 et 10 shows, donc j'allais à l'entraînement. Ensuite, je me changeais, j'allais à un show, je retournais à l'entraînement. Je crois que j'ai fait un jour, j'ai fait entraînement et show le soir. Ouais. Tu priorises quand même l'entraînement, j'imagine. Ah ouais, bien sûr, il y a des défilés que j'ai pas pu faire parce que j'avais un entraînement, tu vois. Et puis j'ai eu de la chance que j'en ai fait 5 le week-end, je crois. Mais c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu trouves intéressant ? C'est toujours intéressant de voir le regard un petit peu extérieur et nouveau sur ces choses-là. C'est un univers à part entière en fait. C'est vraiment un délire. Genre, je sais pas, moi, il y a quelques défilés pour lesquels j'étais habillé. Du coup, déjà, tu vas dans les showrooms, tu choisis des trucs. Enfin, c'est marrant, tu vois. Et après, tu viens, t'arrives et puis en fait, tu vois, genre. Je sais pas, moi je suis pas dans je suis quelqu'un d'assez naturel, tu vois. Toi, si je me fais photographier, c'est cool, tu vois, mais je dis, il y a des gens qui arrivent. Tu vas pas faire la queue photo booth pour tirer une fois ma photo. Mais c'est pire que ça, tu vois, les gens arrivent dans la rue, ils checkent où sont les photographes, ils font un détour pour faire en sorte d'arriver express. Les photographes prennent quelqu'un d'autre, hop, ils font demi-tour et reviennent pour être sûr que le photographe, j'étais là, je dis, ils font le tour du pâté de maison. Mais c'était une chorégraphie carrément. C'est fou. J'étais là, waouh. Mais après, je comprends, il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre, tu vois, en soi. Qui se servent de la lumière qu'ils ont à ce moment-là pour pouvoir faire des choses après, tu vois. Mais moi, c'est tellement pas mon délire, toi. Ouais, moi, je trouve ça toujours aussi drôle. Bon, après, par ma qualité d'agent, j'ai la chance d'être invitée souvent à des shows aussi. Mais moi, j'y vais un peu en ninja, tu vois. Je suis habillée tout en noir, machin. Je suis pas habillée par la marque et tout. Mais moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, et c'est un regard un petit peu critique, mais c'est parce que c'est drôle, tu vois, c'est de me dire, en fait, les 3 quarts de ces gens-là,
toute l'année vous n'êtes pas habillé comme ça. C'est ça. Pourquoi vous faites ça, tu vois ouais. Pourquoi vous vous déguisez, tu vois. En fait, c'est ça, c'est le déguisement. Et je comprends parce que après, en vrai, quand je m'habille, je vais pas m'habiller exactement pareil. Je vais quand même m'habiller un peu plus visible. Mais bien sûr. Mais par contre, je me déguise pas. Ouais, et je suis tellement content d'être rentré dans ce game tard pour ne pas avoir à faire ce genre de choses, tu vois. Je pense que je serais rentré dans ce game à 22-23 ans, j'aurais fait un peu pareil, tu vois. Tu te perds un petit peu, quoi. Ouais, là c'est bon, ça y est, je suis père de famille, je suis marié, vas-y, j'ai passé l'âge de me déguiser, tu vois. Ouais. Faut que t'as ton identité qui est plus marquée. Exactement, faut que la façon dont je m'habille, ça représente mon identité en tant qu'être humain, en tant que personne, tu vois. Et puis les trucs où tu vois les gens qui essaient de se mettre front row quand ils sont au 2e ou 3e rang, qui essaient de se glisser, les gens qui font des scandales parce qu'ils sont pas assis là, parce qu'ils sont pas assis à côté de leurs potes. C'est bon, le défilé il dure 10 minutes. Littéralement, tu t'es pas assis à côté de ton pote pendant 10 minutes et puis les gens qui font des attitudes. Je suis désolé, ton pote peut pas venir et tout, vraiment, mais bon, enfin, je suis là, oh là là, mais c'est fou. Ouais, c'est vraiment un espèce de grand cirque. Qui est assez rigolo. Mais je trouve ça assez hypnotisant, mais je suis content d'avoir vu ça, de voir ça, mais je suis content d'y être pas en tant qu'insider, tu vois, d'avoir mon truc à côté et puis d'y aller parce que j'aime les belles choses, j'aime les beaux vêtements, enfin. Ouais. Et j'aime bien ce monde, tu vois, mais bon, c'est comme tous les mondes, il y a ces dérives, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je considère quand même que tu deviens un insider, en fait. À partir du moment où t'es invité, c'est tellement un milieu clos. Oui. Qu'une fois que tu y rentres, en fait, t'en fais partie, tu vois. Oui, mais en faire partie, t'as le recul, quand même. Tu vois, par exemple, cette année, j'ai pas fait de soirée. Ouais. Parce que je m'entraîne, j'ai ma fille, elle m'éclate déjà suffisamment comme ça, elle a pas besoin de ça, toi. Trop mignonne, la petite. La petite, elle a fait ses premiers défilés. Moi, je l'ai vu à un show, India, avec Kitty, je crois, Paloma Wool. Elle était trop mignonne. Et à un moment, c'est assez solennel, tu vois, silence et tout. Et j'entendais la petite qui disait, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai, c'est trop mignon. Mais en vrai, c'est ça aussi qui redonne un peu de vie, un peu de côté humain, tu vois. La mode, c'est trop sympa. Et nous, on est trop contents d'emmener notre fille voir de belles choses. On est allé voir. On a fait Hermès en famille. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis sur les réseaux, donc j'ai vu. Et pareil, c'était trop cool. À la fin, elle jouait. Enfin, t'as l'impression que quand tout le monde est parti, t'as l'impression que c'était chez elle. Tu vois, elle courait, elle faisait des avions en papier avec les invitations, avec le programme et tout. C'était trop cool, tu vois. C'est trop chou. Moi, trop bien. En parlant de ça, de toujours cette entrée dans la mode, etc. Là, aujourd'hui, on a organisé ta présence avec un agent, j'imagine. Oui. Qui est du coup quoi, ton agent image, ou c'est comment tu le choisis, parce que t'es on est reparti pour 30 minutes là. Ah. Non, mais je vais faire la version courte. Non, mais vas-y, explique-nous un petit peu comment ça, parce que du coup, enfin, faut pas croire que tout ça arrive par hasard. C'est ce que tu disais, ça se réfléchit, ça se structure et tout. Et j'imagine que tu as besoin aussi de relais, tu vois, pour pas être complètement éparpillé partout et tout. Donc ça vient de là, le choix de prendre un agent ou... En fait, c'est ça, c'est que j'ai le choix de prendre mon agent. J'ai commencé à bosser avec mon agence d'image en janvier 2022. Donc c'est assez récent. Pour la simple et bonne raison que jusque-là, aucun agent n'avait trouvé grâce à mes yeux, parce que je voulais pas être avec un agent qui avait pas mal de sportifs à l'INSEP. Je voulais pas être un profil noyé auprès d'autres personnes. Et par l'intermédiaire d'un très bon copain qui s'appelle Benoît. Si tu nous écoutes, Benoît. Ils vont tous écouter, on va tous faire envoyer. Il m'a présenté à une maison de disques. Qui s'appelle Grand Music Management. Tu me dis pas que tu prépares un EP aussi. J'aimerais bien avoir ce talent, mais malheureusement je l'ai pas. Mais non, mais en fait c'est une maison de disques qui taffe avec des artistes indés, genre L'Homme Pâle, genre Joe, Kiddy Smile. Et en fait la façon dont ils travaillent, ils proposent différents services en fonction de ce dont tu as besoin. Et en fait moi c'était, vu mon profil, vu que j'avais pas mal de projets, c'était cool de bosser avec eux parce que je sentais que j'arrivais à un truc où j'avais pas mal de sollicitations et tout seul je me serais noyé. Et pareil pour mes projets, il fallait les prioriser et j'ai besoin d'une vision extérieure en termes de stratégie et des mecs hyper brillants. Olivier, Mathieu, si vous m'écoutez aussi. En fait, dès que je leur parle d'un truc, ils captent, ils disent ah ouais, mais ça, tac, mais ça peut-être avant ça. Enfin, tu vois, c'est trop cool. Et au sein de cette maison de disques, il y a une agence image qui s'appelle Unlisted. Donc je bosse avec Julien et Josh. Et pareil, tous les deux hyper brillants, ils connaissent leur sujet. Quand je parle d'un truc, ils voient comment on peut faire des relations entre ça et ça.
Et ça me soulage. Et c'est drôle parce que les premières fois qu'on a commencé à bosser ensemble avec des marques, ils me disent bah écoute, je vais venir avec toi à ce rendez-vous, et je trouve ça cool, tu vois. Et après je leur ai dit mais vous savez, moi j'ai tout fait tout jusqu'à présent, je peux me débrouiller. C'est cool, en plus on s'entend bien, tu vois, mais en vrai ne vous décarcassez pas pour vous rendre dispo en physique, tu vois. Genre limite je préfère faire le premier rendez-vous on va tout seul, plus chill. Ouais, parce que c'est organique, tu vois. C'est organique, tu vois. Et après, là, vous faites votre taf et vous parlez des choses dont je n'ai pas à me soucier, qui me libèrent de l'espace mental, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est venu comme ça. Et en fait, le fait d'être le seul sportif du coup de cette agence, parce qu'ils bossent pas qu'avec des musiciens aussi, ils ont des profils un peu plus des talents différents, quoi. Ouais, quoique c'est comme beaucoup de la musique en fait, hein. Des DJ et tout. Ouais, en fait aussi, c'est juste que je suis le seul sportif. Et en fait, c'est grâce à ça, en tout cas c'est grâce à Josh que j'ai eu une telle présence dans la dernière Fashion Week. Josh, trop bien, il m'a fait mon planning, tac. Quand je pouvais pas aller, c'est lui qui disait non. Tu peux pas. Voilà, il fait, qui me donnait les adresses pour les showrooms. Mais en fait, c'était trop bien mâché tout le travail. Franchement, c'était hyper reposant de bosser avec lui. Et du coup, ça m'a donné une petite idée, c'est que encore une idée de reconversion. Je pense peut-être pas à la fin de ma carrière, mais en tout cas dans les quelques années qui suivent, j'aimerais bien monter mon agence d'image pour sportifs. Ouais. Bah qui de mieux pour conseiller sur ça, quoi. C'est ça, parce que je vois qu'il y a vraiment... Il y a du travail déjà. Du travail, parce qu'en fait quand t'es sportif, c'est pas ton métier. Faut déjà, peut-être que ça t'intéresse pas, peut-être que t'as pas le temps. Et en fait, moi j'aimerais vraiment mettre ça en place. Donc, trop intéressant ça. Ouais, parce que du coup, dans ta carrière sportive, c'est quoi les prochains échelons pour toi? C'est quoi ta vision pour les prochains mois? Du coup, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris. Là, la première épreuve qualificative est dans un mois, au Mexique. Ça va être quelque chose Paris. Beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Ouais, j'allais demander c'est quoi ton regard sur les JO qui arrivent là. Et je vais être honnête, j'ai hâte que ça soit passé. Ouais. Là, ça fait, je pense, 3-4 mois qu'on me parle des Jeux tous les jours. Enfin, dès que je rencontre quelqu'un, alors les Jeux, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Et puis en vrai, j'ai 31 ans, je pense que maintenant je suis armé pour voir ça, mais beaucoup d'attentes. Après, beaucoup de belles opportunités, parce qu'il y a de la lumière sur les athlètes. Donc c'est des trucs. Et c'est aussi pour ça que je voulais commencer à bosser avec une agence, parce que je savais être préparé à ça, pouvoir déléguer et pouvoir me concentrer sur ma perf. Donc j'ai envie que ce soit passé, mais en même temps hyper excité parce que ma fille elle me verra, ma femme, ma famille, mes proches, hyper excité, mais voilà, va pas falloir tout mélanger. Et après les Jeux, je pense que je vais continuer. J'aurai 33 ans en 2024. C'est des carrières plutôt longues ou pas, escrimeur? 33-34 ans, c'est déjà une très longue carrière. Ouais, ok. Mais j'adore ce que je fais. Mes potes d'entraînement, mes coéquipiers d'entraînement sont mes potes. Genre quand j'ai pas envie d'entraînement, j'arrive, on rigole et tout, et puis tout de suite, j'ai pas l'impression d'être au bureau en fait. Et après, une reconversion pas en kiné. Non, mais tu vois, coacher ou je sais pas, moi, ces métiers-là, ça t'intéresse pas spécialement? Non, en fait, j'ai mis un doigt dans l'image, ça m'intéresse trop. Et puis surtout, non, mais il y a des choses à faire vraiment. Ouais, et puis même tous mes projets, en fait, c'est pas tous mes projets, j'aime vraiment construire un truc de A à Z, tu vois, le chef de projet, la communication, l'image, tout ça, ça m'intéresse vraiment, un truc à 360, et je pense que j'aimerais continuer à bosser là-dedans, quoi. Et mais pas que dans un seul truc. Même si je fais un truc, cette agence d'image, j'aimerais pas faire que ça, j'aimerais continuer à faire de la photo. Ouais, bien sûr. Toi, donc, non, mais t'es vraiment pluridisciplinaire. Ouais, c'est ça qui, je pense que si je fais qu'un seul truc, je me fais chier. Ouais, j'entends très bien. Bon, trop cool. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Pas mal. Merci beaucoup pour ton temps, d'avoir partagé avec autant d'honnêteté ton parcours, et puis on reste en contact. De toute façon, on va suivre ton parcours. Ouais, ça, on se croisera au Fashion Week. Yes. Merci.